Salut tout le monde! Bonne année 2023, notre premier podcast de l'année, première édition de la session d'hiver 2023. Merci d'être de retour avec nous et si vous voulez faire des cadeaux, si jamais il vous reste des cadeaux que vous n'aviez pas pensé à faire, juste dire à vos amis de vous abonner. En fait, c'est à nous que vous faites le cadeau et à vous-même et à eux, dites-leur de vous abonner au podcast Bulletin Sportif. Les habitués, vous savez comment ça fonctionne. Bien, ça va être encore comme ça cet hiver. Sauf que, évidemment, au lieu de mettre l'emphase sur le football comme on a fait beaucoup cet automne, mais on va se concentrer basket, hockey, volleyball, puis évidemment, on va continuer de suivre tout ce qui se fait un peu partout. Et on continue de faire ça avec la collaboration de Gagné Sport. Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport. Notre équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Les services s'adressent aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, aux écoles privées, aux cégeps, aux universités, municipalités, centres sportifs, aux centres de services de garde ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. Gagné Sport croit également qu'il n'y a aucun compromis à faire en ce qui a trait à la sécurité. Chez Gagné Sport, l'excellence du service offert est à la base de toutes leurs actions. Merci, Gagné Sport, de continuer votre association avec Bulletin Sportif. C'est vraiment apprécié. Ça nous permet évidemment de continuer de vous offrir du contenu de qualité. J'espère que vous sachez l'apprécier. Alors, sans plus attendre, les nouvelles, parce que oui, ça a commencé déjà depuis une semaine et demie environ, ça a commencé le sport étudiant. Donc, rapidement, basket féminin au niveau collégial. On a Champlain-Saint-Lambert chez les femmes là, qui continue de dominer. Fiche de 9-0, dernière victoire de 88-55 contre Dawson. Jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison, là, c'est un écart moyen d'environ 30 points. À noter, performance de Caitlin Frost dans le dernier match de 88-55, 28 points, 15 rebonds pour l'attaquante des Cavaliers de Champlain-Saint-Lambert. Au basket masculin collégial encore, Vanier et Onsic continuent d'être au sommet. Intéressant, on a Édouard Montpetit qui avait une seule victoire en première moitié de saison. Ils ont décidé d'entrer en force en 2023. Victoire de 96-84 contre Montmorency. Des performances d'un 27 points chacun pour Angel Pierre-François et François Giraldo à souligner. Et évidemment aussi, je voulais souligner la performance de 20 rebonds de Kali Amadou Thiam Dunsik contre John Abbott. Donc, gros départ pour ces équipes-là. Donc, ça va être à surveiller. Le Vanier, Onsic, vraiment les deux équipes de tête depuis le début de la saison en basket collégial. Basket universitaire. Ça, on va en parler davantage avec Jason Bryan Jean-Baptiste, que vous avez connu, vous suivez avec nous, qui suivait le foot universitaire cet automne. Il est aussi passionné de basket qu'il l'est de football. Donc, avec lui, on va faire le tour et juste mentionner. Assurément, on va parler du départ canon des deux équipes du Rouge et Or depuis le retour des vacances. Hockey féminin collégial. Et ça aussi, on a une personne qui va venir faire une chronique et c'est une nouvelle personne que vous ne connaissez pas encore ou peut-être que vous la connaissez, vous êtes dans le milieu, mais une nouvelle avec nous, avec Bulletin Sportif. Léa McIntyre va venir nous parler du début de saison en hockey collégial. On va glisser un mot aussi de hockey universitaire, mais Léa est une experte du hockey collégial féminin au Québec. Donc, avec elle, on va faire le tour du classement, du portrait d'un peu tout ce qui se passe pour l'instant. Je veux quand même souligner performance extraordinaire de Juliette Roland du Boomerang d'André Laurando. Juliette Roland en 3 matchs depuis le retour des fêtes. 4 buts, 1 passe, mais 2 buts en prolongation qui ont fait gagner son équipe justement en temps supplémentaire. Fait que Juliette Roland qui est non seulement efficace, mais on va utiliser le terme clutch pour elle, en feu pour commencer. Et il y a toujours les affrontements. John Abbott, Champlain-Lennoxville. John Abbott a une victoire de 4-2 contre Champlain-Lennoxville en ce début d'année 2023. Performance d'1 but et 3 aides pour l'excellente Émilie Lucier. Émilie Lucier, pour ceux qui ne se souviennent peut-être pas ou qui ne l'ont pas vue,
Elle était une invitée à l'entrevue de la semaine du bulletin sportif plus tôt dans la saison. Donc, allez voir sur notre page YouTube. Vous allez pouvoir revoir cette entrevue-là avec Émilie qui nous parlait de ce qu'elle allait s'en venir pour cette saison. Toujours intéressant de jaser avec elle. Hockey masculin collégial. Bon, on a Alma qui est là. On va en parler toute la saison, mais je veux quand même... je parle d'Alma parce qu'ils sont premiers au classement, mais Thetford aussi qui vont être à suivre. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent bien. Champlain-Lennoxville, Patriotes de Saint-Laurent. Je veux quand même attirer votre attention sur une performance extraordinaire en début d'année. Le gardien de but des lauréats de Saint-Hyacinthe, Esteban Gauthier, 51 arrêts contre Alma, justement. Une victoire de 1-0 des lauréats. Donc, un jeu blanc de 51 arrêts. Formidable pour lui. Départ so-so pour Lionel Groulx. Ils vont peut-être devoir digérer leur repas des fêtes un peu plus vite. Ils ont peut-être eu un peu de difficulté. Pas victoire, mais une victoire, 3 défaites pour les Nordiques en début de calendrier 2023. Ils sont toujours 4e au classement, mais un match de fou, notamment qu'ils ont perdu 8-7 contre l'Outaouais. Il faut quand même souligner que dans ces 4 matchs-là, il y a Jérémy Thériault qui a inscrit 10 points pour les Nordiques en 4 matchs. Et dans 3 de ces 4 matchs-là, en fait, le premier match de l'année 2023, celui contre l'Outaouais, justement, son coéquipier Gabriel Théoret n'était pas présent, mais dans les 3 matchs qui ont suivi, quand même 7 points. Donc, malgré les défaites, il y a beaucoup de buts qui se marquent et surtout ces 2 joueurs-là qui se distinguent. Volleyball féminin collégial. Ça, pour l'instant, ça se passe au niveau du classement entre Édouard Montpetit, Lionel Groulx et Jonquière, mais il y a Outaouais qui a un excellent début de calendrier 2023. 2 victoires pour Outaouais et elle se positionne tranquillement, pas vite, pour essayer d'aller chercher la position numéro 4 là, derrière Jonquière. Elles sont là actuellement et notamment une de ces victoires-là, de ces 2 victoires-là en début d'année, ça s'est passé, une victoire de 3-0 contre Lionel Groulx. À noter dans les 2 matchs de l'équipe d'Outaouais, Delphine Sephora Meignier au Bélé, 22 points dans ces 2 matchs-là. Et, parlant de performance individuelle, je veux quand même souligner dans une victoire en 3 manches d'Édouard Montpetit contre Bois de Boulogne, les 16 points d'Oriane Racine. Volleyball masculin, encore au niveau collégial, Outaouais aussi, je ne sais pas ce qu'on a mis dans l'eau en Outaouais. 2 victoires. On est parti fort. C'est les 2. On avait 2 victoires avant le début en fait, en première moitié de saison, 2 victoires seulement dans toute la première moitié de saison. Et là, bang, on commence en force. 3-2 contre Limoilou, 3-1 contre Saint-Jean. 44 points dans ces 9 manches-là pour Hugo Considère d'Outaouais. Sport universitaire, athlétisme, je ne ferai pas le tour de ce qui s'est passé, mais on avait le début de saison en athlétisme avec l'invitation Sherbrooke. On va suivre un petit peu ce qui se passe ici et là, mais on va surtout se concentrer sur les championnats provinciaux qui auront lieu les 24 et 25 février à McGill. Quand on va être là, il va y avoir absolument une couverture complète du championnat provincial. Hockey féminin universitaire, je l'ai dit, on en glisse un mot avec Léa McIntyre, mais juste vous mentionner, Stingers et Carabins, toujours en tête. Ottawa Bishops qui suivent et ensuite Carleton McGill. McGill, début de saison spécial, aucune victoire en première moitié de saison, mais retour des fêtes, 2 victoires, dont une contre les Carabins. Alors, ça, c'est à souligner. Évidemment, il est trop tard pour espérer faire les séries pour McGill, mais si elles peuvent venir déranger comme ça les équipes de tête, ça pourrait faire bouger le classement et avoir un impact sur les capacités ou les possibilités d'amorcer les séries avec l'avantage de la patinoire. Ça sera à suivre. Hockey masculin. Évidemment, ça se passe en Ontario, nos 3 équipes du Québec. L'UQTR, 3 victoires, aucune défaite. Depuis début 2023. Concordia 2-2, McGill 1-1. C'est intéressant de surveiller ce qui se passe actuellement vraiment parce qu'on est en pleine universiade. Les universiades, c'est les Jeux mondiaux des universités et les universiades d'hiver à Lake Placid actuellement, au moment où on enregistre, c'est en cours. Et puis, il y a évidemment plusieurs joueurs, surtout au hockey, là, parce que je vous parle de ces sports-là, mais il y a des gens en ski de fond, en patinage de vitesse. On a un bon contingent québécois là-bas, mais en hockey, c'est important de souligner qu'il y a certains joueurs et joueuses
qui sont en train de représenter le Canada et donc qui ne sont pas là pour aider leur équipe respective. Je termine le volet universitaire en parlant de volleyball féminin. Montréal, les Carabins qui étaient en tête et qui sont toujours en tête au moment où on se parle, quand même un début, un retour des fêtes so-so avec une victoire, deux défaites, une contre McGill alors qu'elle menait 2-0, perdre 3-2. Défaite contre Ottawa également. Donc, une surprise de ce côté-là. Montréal qui a un début chancelant, mais c'est intéressant parce que ça rend le classement encore plus serré. D'ailleurs, Sherbrooke, 2 victoires, elle aussi, pour commencer. Contre Ottawa et l'UQAM notamment. Laval, 1 victoire contre McGill. McGill, 1 victoire, 1 défaite. Ottawa, 1-1 et UQTR-UQAM, 0-1 depuis le début. Je suis allé sur place pour voir le match entre l'UQAM et Sherbrooke. Un beau match de volley où est-ce que, bon, du côté de l'UQAM, on sentait un petit peu d'inconstance, contrairement à Sherbrooke, qui a vraiment été intense tout le long du match. Si vous avez la chance de voir à l'œuvre Emma Bergeron, la passeuse de Sherbrooke, une magicienne, sincèrement, ça vaut la peine de la regarder aller. Franchement, une excellente joueuse. Et d'ailleurs, ses coéquipières, Marianne Boucher, qui était excellente au centre, la grande de 6 pieds 3, et Jaël Esther Telfort, l'attaquante en puissance, qui franchement ont très bien profité justement des passes d'Emma Bergeron. Au niveau masculin, on avait Laval qui jouait 2 matchs contre Dalhousie, aisément gagné ces 2 matchs-là, 40 points au total pour Max Lausier. Pendant ce temps-là, Sherbrooke jouait contre l'Université du Nouveau-Brunswick, 2 matchs de leur côté. Et de ce côté-là, c'est Johan David, 35 points dans ces 2 matchs-là. Alors, sur ce, je vous souhaite un bienvenue à Bulletin Sportif, à notre podcast. Je suis vraiment content de vous revoir, de vous reparler, de recommencer de parler de sport universitaire collégial et évidemment, une fois de temps en temps, parler de sport scolaire. D'ailleurs, 61 points par un jeune joueur de l'école secondaire de Rochebelle au basketball. En basket juvénile contre le Collège Saint-Jean-Vianney. Franchement, c'est assez spectaculaire. Fait que si vous avez la chance, une fois de temps en temps, à l'école, pas loin de chez vous, informez-vous, peut-être que l'équipe de basket pas loin est là. Vous pouvez voir d'excellents joueurs en action. Donc, comme je vous disais, le reste de l'émission, on va avoir Jason Bryan Jean-Baptiste, on fait le tour du basket universitaire, Léa McIntyre pour parler de hockey féminin et l'entrevue de la semaine. Une entrevue spéciale qu'on est même allé enregistrer ailleurs que dans nos studios habituels. Donc, on est allé enregistrer une entrevue de la semaine avec Damien Alford. Damien Alford, qui est-il? Un joueur de football, un receveur de passe de l'Orange de Syracuse, qui est entré dans le portail de transfert. On va jaser de ça, tout expliquer comment ça marche. Un gars qui est vraiment à connaître. C'est vraiment un modèle intéressant pour nos jeunes athlètes. Un ancien d'Albevio qui s'est expatrié vers les États-Unis pour jouer son football. Un parcours vraiment intéressant et surtout, il nous fait entrer un petit peu dans le monde de la NCAA et comment ça fonctionne pour lui. Donc, je vous invite à rester avec nous et écouter ça. Sur ce, bonne émission tout le monde. À très, très bientôt. Alors, je suis très content de retrouver mon cher collaborateur Jason Bryan Jean-Baptiste. Et contrairement à l'automne où on parlait beaucoup de football, là, on fait un switch, on s'en va au basket avec Jason cet hiver. On va suivre on vous l'avait annoncé juste avant les fêtes d'ailleurs, que Jason allait suivre les activités au niveau du basketball universitaire. Et c'est ce que tu as fait, mais avant, je vais te demander, tu as passé des bonnes fêtes? Oui, j'ai passé des bonnes fêtes. Merci, Phil. Content d'être de retour. J'espère que toi aussi, tu as passé des bonnes fêtes. Puis j'ai très hâte à cette session de parler de basket puis de couvrir toute l'actualité à chaque semaine. Ah, puis le basket universitaire, à chaque année, il y a tout le temps un paquet d'histoires. C'est très rare que tu aies une équipe qui part première, qui finit première, qui gagne tout. Donc, il y a toujours des belles batailles. Puis, visiblement, avec le début de saison qu'on voit déjà, de saison. J'ai le mot saison toujours, puis dans le fond, c'est session que je dois dire. C'est début de session d'hiver. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans l'eau à l'Université Laval, mais autant les gars que les filles, on gagne des gros matchs. 3 matchs déjà de jouer de chaque côté depuis le début 2023. 3 victoires. Puis on va commencer avec les filles.
Ça a commencé fort dès le départ. Bang, on est allé infliger un premier revers cette saison aux Gators de Bishop. C'est une victoire de 66-65. Oui, totalement. Honnêtement, ce match-là, c'était vraiment un match plaisant à regarder. Dès le départ, le Rougeur, ils étaient agressifs. À la fin du premier quart, c'est Bishop qui avait l'avance, mais tout le long, honnêtement, j'ai vraiment senti que Laval était en contrôle du match. Défensivement, ils étaient vraiment disciplinés. Puis moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est vraiment leur assiduité aux 3 points. Vraiment, la ligne des 3 points avec notamment Elodie Lajoie qui rentrait des 3 points. Elle sortait du bord, puis elle donnait un rythme au niveau d'efficacité aux 3 points. Puis les autres filles, c'était beaucoup des paniers faciles. Ils attaquaient le panier, elles étaient agressives. Honnêtement, c'était vraiment impressionnant. Puis du côté de Bishop, ils ont quand même bien joué, puis ils ont bien, au terme de juste prise de rebond, tout ça, il y avait une bonne performance, mais je pense que ce qui a été remarquable du côté de Laval, c'est qu'ils ont vraiment réussi, surtout au début, c'est vraiment de forcer à Maïken Siciliano à prendre des tirs vraiment difficiles. C'est ça qui m'a marqué. Elle a terminé avec genre 22 points à peu près, 20 mais points, oui. les tirs en regardant le match, les tirs qu'elle prenait, c'était des tirs aux 2 points, vraiment difficiles. Dès qu'elle allait vers le panier, il y avait des gens aux 3 points, on la forçait à prendre des tirs de plus en plus sans nécessairement un rythme. C'était des tirs qui ne venaient pas nécessairement de passe, c'était des tirs qu'elle devait prendre. Parce que c'était là, puis ça rendait les choses de plus en plus difficiles. Puis au final, le Rougeur, ils ont réussi en fin de match à rester en contrôle, puis à faire ce qu'ils avaient à faire au quatrième quart et bien exécuter pour terminer le match sur des lancers francs. C'était une belle performance, puis honnêtement, par la suite, ils ont juste transposé ça au match qu'ils ont fait par la suite. Non, effectivement. En fait, comme tu dis, je pense que si tu rends la vie difficile à Maïkwan Siciliano, tu te donnes des chances. Puis regarde, c'est la preuve que c'est une grosse équipe aussi. Le Bishop, comme je disais, c'était une première défaite. Puis la façon dont tu expliques ça, Rouge et Or était vraiment dans son match en contrôle. Puis elle gagne par 1 point seulement. Mais bref, tout ça pour dire qu'on va avoir une belle bataille entre Bishops et Laval. Et Laval a continué son travail parce que, regarde, la semaine d'après, 85-58 contre les pauvres Stingers de Concordia, qui malheureusement cette année ont perdu toutes leurs vétérans de l'année passée. Là, les grandes joueuses qu'il y avait là, Myriam Leclerc notamment, Caroline Task, ont quitté. Donc c'est un peu une reconstruction là-bas. Fait que, avec Laval qui était en forme, puis Concordia qui malheureusement, comme on dit, est dans cette période de reconstruction, ça fait ça. Mais Laval est quand même là, a gagné en fait 2 matchs là, contre Concordia depuis le début de l'année, mais il y a d'autres équipes, puis il y a l'UQAM aussi. Puis l'UQAM, tu es allé les voir jouer. Raconte-moi comment ça s'est passé. Honnêtement, c'était vraiment un beau match de basketball. Au début du match, l'UQAM, ils ont eu un départ offensif vraiment remarquable contre McGill. Les filles étaient vraiment, en termes de leur exécution, en termes de juste leur physicalité, ils ont dominé dès le départ. Puis McGill, je pense qu'ils ont eu du mal à s'affirmer défensivement. Pour moi, c'est ça qui a expliqué leur départ. Par la suite, rendu à la demi, UQAM, ils avaient un lead d'à peu près une dizaine de points. Puis McGill se sont vraiment ajustés défensivement. Ils sont restés plus disciplinés, il y avait plus d'efforts. Puis je pense que l'UQAM, au troisième quart, puis j'ai parlé à des joueuses de l'UQAM après le match, puis elles m'ont tout dit que le troisième quart, même dans la première partie de la saison, ça a toujours été une bête noire. Ça a toujours été un moment dans leur match que c'est plus difficile parce que voilà, les équipes s'ajustent. C'est exactement ça que McGill a fait. Ils sont ajoutés défensivement. Puis à la fin, je pense que ce qui est arrivé, c'est que l'UQAM, McGill a pris l'avance à un moment donné au quatrième quart. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, après un temps mort, l'UQAM a fait OK, on va revenir dans ce match-là. C'est exactement ça qu'elles ont fait. Ils sont arrivés, elles ont fait leur lancer franc, elles ont pris des rebonds, elles ont joué une défense beaucoup plus disciplinée. Puis au final, c'est ça qui a expliqué le résultat à la fin. McGill, je pense qu'offensivement, tout le long du match, ils ont eu du mal à trouver un rythme. Il n'y a pas nécessairement une joueuse en particulier qui a vraiment explosé, qui s'est vraiment démarquée. Fait que je pense qu'à la fin, c'est ça qui a expliqué le résultat. Puis encore une fois, avec les jumelles Verrier, à l'intérieur, elles dominaient. Fait que ça rendait
les choses plus difficiles. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que au troisième quart, la différence a été que, oui, les jumelles Verrier dominaient, mais après avoir parlé à leur coach, Ronaldo Maignan, c'était un moment où, au troisième quart, où leurs ailiers n'ont pas nécessairement produit, n'ont pas nécessairement exécuté de la bonne manière, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup plus de, on va dire, de pression sur elles. Fait que je pense que pour les matchs suivants, la question, ça va être de comment, où ils peuvent chercher l'aide, comment on peut mieux structurer l'attaque, notamment avec leur garde, pour rendre les choses plus faciles, mieux organisées, puis plus fluides, pour pas qu'il y ait des creux comme qu'est-ce qui arrive au troisième quart. Et on l'a vu parce qu'en fin de semaine dernière, tu es allé voir le match, mais il y a eu le back-to-back. Puis cette fois-là, c'est McGill qui est allé gagner le deuxième match. Et McGill a dominé au rebond dans ce deuxième match-là. 34-20 au niveau des rebonds au total. Puis je pense qu'il y a un enjeu là. Avec tu parlais des jumelles Verrier, les deux sœurs, à quelque part, elles sont grandes, elles sont costaudes, elles doivent gagner ces batailles-là. Si à un moment donné, tu arrives à te positionner puis justement à les empêcher d'être efficaces au rebond, ben là, tu changes le match un peu parce que tu changes l'identité de l'UQAM. Exactement. Puis, je pense que, comme j'ai dit, il faut rendre les choses plus faciles. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui structure l'attaque pour tout au long du match. En fait, c'est un travail collectif, mais il faut que ce travail collectif-là soit maintenu toute la durée, parce que sinon, il y a des creux. Puis une équipe comme McGill, j'ai parlé à leur entraîneur, Ricky Bowles, puis elle m'a parlé du fait que oui, c'est pas la saison la plus facile. Par contre, elle a vraiment confiance en ses joueuses, puis elle sait, puis je pense qu'ils l'ont montré dans leur victoire, c'est que quand elles sont disciplinées puis concentrées, elles peuvent jouer avec n'importe qui dans cette ligue. Il n'y a pas de... Oui, ils sont en bas du classement, mais veut pas, ça reste une bonne équipe, une équipe avec des joueuses talentueuses, puis quand elles sont concentrées, quand elles sont disciplinées, puis quand tu exécutes bien au basket, tu peux battre des équipes qui ont, entre guillemets, plus de talent que toi. Absolument, puis McGill, oui, c'était difficile. Je parlais de leur victoire contre l'UQAM. C'était leur première de la saison. Fait que je pense que c'est assez clair que c'est difficile, mais ça reste une équipe qui, jusqu'à maintenant, n'accorde pas énormément de points. Fait que des équipes qui jouent bien défensivement, à un moment donné, si elles ont une meilleure journée offensive, puis ça devient frustrant aussi pour l'équipe adverse. Franchement, comme tu dis, McGill va venir déranger, dans le fond, pendant la saison là, mais elles sont encore... Parce qu'il y a 4 équipes qui vont se classer pour les éliminatoires et que Concordia est 1-7 exactement comme elles, ben, elles sont dans la bataille pour la dernière place en éliminatoire. Donc, ça va être entre les deux universités anglo qui vont avoir une bataille pour savoir qui va aller en éliminatoire. Ben, je dis les 2 universités anglo. En fait, la troisième, c'est parce qu'elle est première en avant, c'est Bishops. Ouais, justement. Mais les deux anglo de Montréal, je veux dire. Ouais, justement, Bishops, ils vont jouer ce jeudi à Concordia. Ils vont jouer contre. Fait que je vais être là en présence. Okay. Fait que j'ai hâte de voir comment Concordia, ils vont, on va dire, se réajuster puis revenir dans le match. Comme tu l'as dit, c'est une équipe en reconstruction. Fait que j'ai hâte de voir, de parler au coach, puis de voir, ça va être quoi la progression, qu'est-ce qu'ils ont appris lors des défaites, puis comment ça va aller pour la suite des choses. De toute façon, le match, ça va être Laval contre Bishops, mais ça, c'est dans l'autre semaine après. On aura le temps de regarder tout ça ensemble. Côté masculin, bon, je le disais en entrée de jeu, Laval, encore une fois, un début d'année 2023 impressionnant. Il était 2 victoires, 4 défaites. Mais là, Sidney Tremblay-Lacombe a décidé qu'il prenait contrôle de ça en 3 matchs, tous des matchs de plus de 20 points, puis son dernier pour donner la victoire en prolongation contre Concordia. Un match de 32 points, le tir final. Il est vraiment en train de, comment dirais-je, mettre l'équipe à sa main puis s'arranger pour que la Ligue, bien évidemment, on le savait déjà, c'est un très, très, très bon joueur de basket, mais là, il est en train de prendre toute la place qui lui revient. Ouais, mais honnêtement, c'est un joueur impressionnant. C'est un gars de 25 ans, c'est un gars qui a de l'expérience, vraiment en contrôle du match. Puis moi, ce qui m'a beaucoup plu, puis moi, j'aime voir des joueurs. Moi, par exemple, dans l'NBA, je suis un gars, j'aime beaucoup Kawhi Leonard, j'aime beaucoup Jason Tatum. J'aime les gars qui sont capables de rendre des tirs que tu dirais difficiles, faciles. Puis pour moi, c'est ça que Sidney Lacombe fait. Il va prendre beaucoup des paniers contestés,
des paniers à 2 points sur le half-court, comme ils disent, qui ne sont pas évidents, mais il les rend tellement placés, puis il y a tellement un tir fluide que ça rentre. Puis aussi, c'est un joueur de basket intelligent. Toujours les bonnes passes, il va toujours créer des bonnes opportunités pour ses coéquipiers. Honnêtement, il m'a vraiment impressionné. Puis ça s'est vraiment vu dans le match à Bishops, le premier match de la saison pour eux. C'était un match très serré. Bishop des deux côtés. Ils ont bien joué. Bishop, c'est une bonne équipe de basket leur équipe masculine est vraiment bonne quand même. Ils n'ont pas nécessairement la meilleure saison, mais j'ai trouvé que les gars, ils jouaient bien. Puis je pense que Laval, ils ont bien répondu au challenge. Puis pour moi, c'est ça qui explique un résultat aussi proche. Puis suite à ça, pour aller jouer contre Concordia, une équipe qui est top 2 dans le classement, puis comment ils ont répondu au challenge par la suite, ça m'a vraiment impressionné. Fait que, honnêtement, chapeau à Laval. Je trouve que collectivement, défensivement, ils sont impressionnants. Puis moi, que j'ai beaucoup apprécié avec Sidney Lacombe puis les autres gars dans leur équipe, c'est une équipe qui est très assidue aux 3 points. Ils jouent beaucoup. Ils vont attaquer le panier. À part Sidney Lacombe, les autres gars ne vont pas nécessairement prendre des tirs à 2 points contestés. C'est beaucoup du mouvement. Après ça, c'est vraiment prendre des tirs aux 3 points ouverts puis faire jouer la balle pour rentrer au panier. Fait que, honnêtement, chapeau Laval, ils sont vraiment impressionnants. Et on parlait de Concordia. Tu disais, Concordia qui était dans les premiers, mais Concordia, dans le fond, avec leur défaite à leur dernier match avant la pause des fêtes, et là, leurs 2 défaites contre Laval, ils étaient 5-0, sont rapidement à 5-3 au niveau de leur classement. Et Concordia, c'est une équipe extrêmement bien structurée. Le Rasko Popovic, leur entraîneur, était super content au début de l'année. J'étais allé voir le match moi-même de Concordia contre l'UQAM en début de saison. Concordia l'avait emporté. Et il était particulièrement fier parce qu'il y avait des blessés. Il y avait des joueurs qui n'étaient pas à leur maximum, mais sa structure était solide. Puis on voyait que c'était un basket. Il arrivait à jouer un basket systématique d'équipe. Et ça a marché toute la première partie de la saison. On va espérer que ça reparte parce qu'il y a quand même des très bons joueurs à Concordia, mais malgré les blessures qu'il peut avoir. Il y a eu des très bons joueurs qui ont pris la place. Il y a du talent là-bas. Et ça reste une belle équipe à voir malgré ces défaites-là. Là, je leur souhaite juste de pouvoir se replacer. Ils jouent contre Bishops la semaine prochaine. Donc, ça va être intéressant de voir. Mais franchement, Concordia, qui était une équipe, comme je dis, qui était dans un départ à 5-0, ça reste une équipe qui va être intéressante de suivre, à savoir, est-ce qu'ils sont en train de tomber sur une pente descendante puis ils se font rattraper par tout ce qui s'est passé en début de l'année, dans le sens où est-ce qu'ils étaient sur un high qu'ils n'auraient pas dû avoir. C'est quoi la vraie équipe de Concordia? Ça va être intéressant de suivre ça. Ouais, définitivement. Comme tu l'as dit, ils ont des bons joueurs. Genre, je pense à un gars comme Tyrell Williams, Jahin Joseph. C'est des gars qui jouent bien défensivement, sont disciplinés. J'ai trouvé que contre Laval, des fois, il n'y avait pas nécessairement. Puis en même temps, il faut mettre tout ça en contexte. C'était un retour après les vacances. Oui, évidemment. Les tirs, notamment le match contre l'UQAM McGill. On en parlait aussi du match des équipes masculines, mais il y a beaucoup de tirs ouverts qui étaient ratés. Fait que tu sens que voilà, les joueurs-joueuses, ils essaient de retrouver ce rythme-là, de jouer à ce niveau-là, puis de réussir ces tirs-là. Fait que, comme tu l'as dit, Concordia, ça va être intéressant à suivre, puis j'ai hâte de voir la suite des choses pour eux. UQAM et McGill, tu as vu ça aussi, évidemment. Tu es allé voir les femmes, tu es allé voir les hommes. Là, c'est l'avantage du basket. L'avantage du basket, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est que c'est les 5 mêmes équipes, autant chez les gars que chez les filles. Fait que vous avez des programmes doubles tout le temps. Donc, allez voir du basket universitaire. J'en profite pour faire cette parenthèse parce que vous avez la chance d'avoir du 2 pour 1 tout le temps. Vous arrivez plus de bonne heure, vous regardez les filles, puis tout de suite après ça, les filles viennent s'installer dans les estrades, puis on regarde les gars. Donc, ça donne des belles soirées. Mais pour revenir à ce qui se passe sur le court, tu as vu l'UQAM battre McGill 2 fois, mais en fait, une fois, je pense que tu as regardé un match des 2, celui de vendredi ou jeudi. Ouais. Mais ça reste que dans les 2 cas, l'UQAM l'a gagné de façon très serrée. 2 points jeudi, 1 point, samedi. Donc, qu'est-ce que tu retiens de ce match-là entre l'UQAM et McGill que tu es allé voir? Oui, pour de vrai, c'était vraiment intéressant. McGill, ils m'ont beaucoup surpris. Ils m'ont surpris parce que dès le début du match, pour de vrai, c'est une équipe qui était... mes attentes étaient, OK, c'est l'équipe qui est classée dernière au classement, mais non, dès le départ, les gars rentraient des tirs aux 3 points. Ils partaient, ils couraient, ils sprintaient pour aller au panier.
Samuel Chaput, je pense que première demi, il y avait comme 3 points réussis en 7 tentatives, quelque chose comme ça. Pour de vrai, c'était vraiment impressionnant. Il prenait les rebonds, puis du côté de l'UQAM, je pense que défensivement, il y avait un manque d'assiduité. Il y avait des moments où, ben voilà, il y avait des gars qui laissaient passer des choses. Puis je pense que, j'ai parlé à leur coach Mario Joseph, puis lui, il m'a dit que ce qui a été l'ajustement à partir de la deuxième demi, ça a été on prend les choses personnelles. On ne se laisse pas battre. Ils ont des joueurs vraiment talentueux, vraiment athlétiques. Je pense à un gars comme Kevin Civil, je pense à des gars comme Baïd, Adara. C'est des gars Alex vraiment... Alex Lochard aussi, là, qui est un gars dominant depuis ses débuts, même dans le temps de collégial à Montmorency, c'était une bête. À l'UQAM, depuis des années, il est vraiment extrêmement fort, donc il ancre l'attaque. Fait que oui, tu as énormément de joueurs de qualité. Puis là, tu as Carl Tommy Laforêt qui n'est pas là en début de session cet hiver, mais lui qui est une recrue qui, lui aussi, est un ancien de Momo qui a dominé à Montmorency. Donc, oui, effectivement, le talent à l'UQAM, individuellement, c'est une équipe extraordinaire. Là. C'est rempli d'individualités de haut calibre. Exactement. Fait que, c'est des gars, ils sont athlétiques. Fait que je pense qu'au début de match, ils ont joué un peu relax, mais dès qu'ils ont parti la machine n'a pas arrêté. Puis, ils ont continué. Puis, à la fin du match, ça a été un tir réussi de fin de match de Ili Karojo pour signer la victoire. Puis, pour moi, ça a été vraiment impressionnant parce que toute la séquence au quatrième quart, c'était juste des stops défensifs. C'était juste vraiment McGill perdait le ballon constamment. Genre, c'était toujours des pertes de ballon. Puis à la fin, c'est ça qui a permis à l'UQAM de remporter. Fait que, ouais, pour le reste, l'UQAM, ils ont vraiment impressionné. C'est vraiment une équipe talentueuse. Puis tu vois pourquoi ils sont en tête, en tout cas dans le top 10 du classement. Exact. Puis, tu sais, je pense que tout est là. Si Mario Joseph s'assure de garder ces gars-là dans une structure d'équipe, avec Kevin Civil, tu en as parlé, Kevin Civil, quand il contrôle le jeu, Caillot aussi, quand il est là, quand ça contrôle le jeu, ces gars-là, tu sens qu'il y a une structure solide, puis effectivement, c'est probablement en défense. Si ces joueurs-là le prennent personnel, pour reprendre ton expression, ça devient difficile parce que c'est des athlètes. Athlétiquement, tu vois que c'est une équipe supérieure aux autres. Vraiment. Maintenant, est-ce qu'il est capable de mettre ses pièces de puzzle tout le temps, à chaque soir, aux bonnes places? C'est ça qui va être intéressant à suivre. Mais je pense que l'UQAM, effectivement, c'est l'équipe à mettre favorite. Mais tu parlais de McGill tantôt. Il y a quand même, oui, leur classement, mais quand tu as des gars comme Sam Jenkins dans ton équipe, tu es toujours dangereux. Puis Sam Jenkins est là. Donc, lui, puis Harris, excuse-moi, j'ai oublié Elizovic, c'est ça. Tu sais, quand ces gars-là sont présents sur le terrain, font leur travail, ça va toujours être difficile pour l'équipe adverse. Donc, tu sais, ce ne sera jamais un donné contre McGill, ça, c'est sûr et certain. Définitivement. Pour moi, ça va être vraiment intéressant aussi. J'ai très hâte de voir UQAM Laval à un moment donné dans la saison. Ça va être vraiment cool à suivre. Même chose pour les gars cette semaine, je vais pouvoir voir leur match de basket pour les Stingers, l'équipe masculine. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire contre Bishop, ça va être intéressant. Tu sais, Bishop, oui, ne sont pas nécessairement en tête du classement, mais honnêtement, contre Laval, pour moi, de ce que j'ai vu, c'est quand même une équipe de basketball solide qui joue quand même bien. Fait que pour moi, contre les Stingers, ça va être intéressant. Pour moi, c'est un match-up qui n'est pas si inégal que ça, on va dire. Non, puis Bishop, là, surveiller Étienne Gagnon, le roi des rebonds du basket universitaire. Étienne Gagnon, là, un solide joueur, un bon marqueur en plus. Donc, ça c'est intéressant du côté de Bishop. Il y a des bons joueurs partout, hein, c'est ce qui est le fun. Fait qu'il y a tout le temps quelque chose à voir. Donc, je pense qu'on a fait un bon tour. On a une bonne idée de ce qui va être à surveiller. Jason, tu vas continuer, comme tu le dis, de suivre des matchs régulièrement chaque semaine. Oui. Ton compte rendu sur les pages de bulletinsportif.ca. Oui.
Fait que on suit ça toute l'année. Puis regarde, je te souhaite une bonne fin de saison de basket. Puis ensemble, on va faire le tour régulièrement. Puis pour ceux qui veulent suivre le basket collégial, ben, une fois de temps en temps, on glissera un mot là, sur les performances à suivre notamment. Effectivement. Good. Fait que merci, Jason. À très bientôt. À très bientôt. Merci de ton temps, Phil. Alors, on est rendu à notre chronique, une nouvelle chronique pour l'hiver. On va parler de hockey. Et dans notre chronique de hockey, souvent, on va avoir différents intervenants. Et je voulais vous présenter aujourd'hui notre intervenante et surtout celle qui est notre experte en hockey collégial féminin. On va parler de hockey universitaire une fois de temps en temps, mais surtout de hockey collégial. On est avec Léa McIntyre. Salut, Léa. Salut. Léa, toi, tu es une ancienne joueuse, notamment avec Lionel Groux, et maintenant, tu fais partie du personnel d'entraîneur avec les Blues de Dawson, c'est ça? Oui, exactement. Je suis entraîneur adjointe. Je m'occupe des défenseurs avec le collège Dawson. Et là, on vient de finir les fêtes. C'est le premier podcast de la saison ou de la session d'hiver. Fait que je voulais qu'on en profite pour peut-être mettre un peu placer la table, là, que le monde comprenne ce qui se passe en ce moment depuis le début de l'année en hockey collégial féminin. On a évidemment les Cougars de Champlain-Lennoxville qui sont en avant. On a eu John Abbott aussi qui les a tenus pendant un bon bout de temps, mais là, c'est les Titans de Limoilou qui font un push là, depuis un certain temps, qui sont deuxième au classement, John Abbott troisième. À quel point ces équipes-là, en ce moment, sont dominantes? Comment tu vois ça là, pour l'instant, ces trois équipes-là en particulier? Qu'est-ce qu'elles font? Comment est-ce qu'elles sont placées? Laquelle est vraiment la plus forte? Là? Comment tu vois ça, toi, de l'intérieur? C'est un top 3 vraiment dominant. Puis ça fait plusieurs années que ce sont ces équipes-là qui se retrouvent en haut du classement. John Abbott, honnêtement, c'est vraiment une belle surprise pour moi. Ils ont tellement de recrues sur leur équipe cette année. Noémie Marin fait un travail exceptionnel avec eux. Ils performent. C'est une belle équipe à voir aller. Puis ça va être une course intéressante entre eux et les Limoilou qui sont à, si je ne me trompe pas, 3 points d'écart au classement. Donc, ça va être intéressant de suivre ces deux équipes-là, à savoir s'ils sont capables de rejoindre Lennoxville, qui a quand même quelques points en avant de Limoilou. Mais ça va être en fin de semaine, c'est vendredi soir. Limoilou joue contre Lennoxville. Là. Ça devrait être un très bon match, très relevé au niveau des performances de ces joueuses-là. Je ne sais pas si Héloïse Caron, qui vient de gagner l'or avec l'équipe Canada au moins de 18 ans hier, va être revenu. Il va jouer. J'imagine que ça va amener une belle énergie à l'équipe de Pascal pour le restant de la saison. Là. Pascal Dufresne, l'entraîneur de Limoilou, en effet. Puis j'ai remarqué, je regardais ça, Gabrielle Santerre, qui est la marqueuse, la pointeuse numéro 1 depuis 2 ans au hockey collégial féminin avec Champlain-Lennoxville, qui domine le classement. Bien, en 3 matchs, elle a 1 but, aucune passe contre Limoilou. Limoilou a trouvé le moyen, on dirait, de la contenir. Qu'est-ce qui... Je ne vais pas nécessairement te demander leur truc parce que j'imagine s'il y avait un truc, tout le monde l'appliquerait, mais comment font-elles justement d'après toi, là, pour arriver à contenir une joueuse comme elle qui marque point après point, là, qui a des gros matchs constamment? Gabrielle, c'est une joueuse qui est vraiment rapide et qui a une vision de jeu incroyable. Et Limoilou, ils sont tout aussi rapides qu'elle. Donc, j'imagine qu'ils sont capables de mettre une joueuse sur Santerre qui est capable de la suivre, puis qui est peut-être un petit peu plus dur pour les équipes de fond de classement qui n'ont pas nécessairement cette vitesse-là. Mais c'est sûr qu'ils font un super travail pour la contrer. Là. C'est impressionnant. Puis d'ailleurs, il y a Gabrielle, puis il y a Émilie Lucier aussi avec John Abbott, qui est comme l'autre joueuse, si on veut. Là, c'est les deux joueuses par excellence, là, si on prend individuellement. Émilie Lucier, qui est une marqueuse prolifique. C'en est une autre, ça aussi, qui est à surveiller, j'imagine, quand vous jouez contre elle. Là, c'en est une qui est difficile à contenir, justement. Ah oui, Émilie est tellement rapide. C'est incroyable la rapidité que cette fille-là a. Elle est dangereuse en toutes les facettes. Elle va jouer à des avantages numériques, on dirait qu'elle est encore plus dangereuse parce qu'elle a encore plus de glace. Donc, c'est intéressant de voir
la course entre Gabrielle et Émilie. L'année passée, c'était la même chose aussi. Je pense qu'Émilie a un peu moins de matchs de jouer que Gabrielle, mais ils sont pas mal proches au point. Donc, ça aussi, c'est une belle course qui va être intéressante à suivre pour le restant de la saison, là. C'est le fun, c'est deux joueuses qui vont rester au Québec. Parce que souvent, nos meilleurs, il y en a plusieurs qui ont le goût de partir aux États-Unis, aller jouer dans les NCAA, les gros programmes là-bas. Gabrielle va aller continuer à Bishops et Émilie avec Concordia. Donc, ça aussi, là, c'est un élément qui est vraiment intéressant de suivre parce que justement, c'est deux joueuses qu'on sait qu'on va continuer de suivre au niveau universitaire. Exactement. Puis en espérant que nos deux meilleures joueuses présentement, en restant au Canada, vont inciter les autres à rester au Canada aussi pour permettre de développer encore plus nos beaux programmes universitaires, surtout cette année à l'université. Selon moi, tout le monde peut battre tout le monde, là. On l'a vu. McGill a réussi à gagner contre les Carabins en fin de semaine passée. Les classements, tu sais, McGill est un petit peu plus loin, sinon toutes les équipes, c'est très proche un de l'autre. Donc, c'est des programmes qui se développent et qui sont excellents, qui sont du bon hockey. Puis en début de saison, on a vu des équipes d'ici aller jouer des matchs contre les équipes de la NCAA. Puis c'était des bons matchs, puis c'était proche. Donc c'est le fun de pouvoir garder nos joueurs puis continuer à les développer ici. Puis, comme tu dis, c'est intéressant de montrer que notre hockey ici n'a pas à envier au hockey de la NCAA. Évidemment, ils ont des installations dans la NCAA. Des fois, on voit des reportages ici et là, puis on voit les installations, veut pas, des places comme Colgate et Clarkson et compagnie. On le sait qu'ils ont des installations incroyables, mais en termes de qualité de hockey puis de développement de joueurs, ici, on n'a rien à envier. Non, c'est ça. Des très bons programmes. C'est sûr, les installations, on ne peut pas comparer. Les autres, ils ont des budgets illimités, mais au niveau du hockey sur la glace, je pense pas qu'on n'a rien à envier au programme américain, là. Et là, cette année, ben, on va suivre beaucoup le collégial, un peu de l'universitaire, effectivement, comme tu dis, une fois de temps en temps, regarder ce qu'il y en est. C'est intéressant, justement, parce qu'il y a une sacrée belle bataille qui se fait pour le haut du classement entre Concordia, Montréal, mais également Bishops puis Ottawa qui sont dans la course. Et tu parlais de McGill. McGill qui avait gagné aucun match en début de saison avant la pause des fêtes, revient, gagne ses 2 premiers matchs. Donc, vont trouver le moyen de venir déranger sans avoir de vraies chances de faire les séries. Vont trouver le moyen de venir déranger un peu le classement, le haut du classement. Exactement. Puis aussi, le championnat canadien est à l'Université de Montréal cette année. Donc, je suis certaine que les Carabins, c'est leur objectif. Puis, ils travaillent fort pour se rendre le plus loin possible au championnat canadien à domicile. Donc, ça va être une belle fin de saison à suivre au niveau universitaire, là. Absolument. Puis si on revient au niveau collégial, parlons justement de ton équipe, les Blues de Dawson. Comment ça se passe, vous autres, depuis le début de l'année? Comment ça se passe, point? Et puis, qu'est-ce qui va être à surveiller d'ici la fin du calendrier? Ça se passe bien. Ça se passe bien. On a eu un début de saison un peu de haut et de bas. On a eu beaucoup de blessures, mais ça est arrivé à plusieurs équipes, les blessures en début de saison. On avait vraiment beaucoup de matchs. On a joué, je pense, 21 matchs avant les fêtes, donc c'était énorme. Il y a plusieurs équipes comme nous qui ont été affectées par les blessures, mais après, un peu avant les fêtes, tout le monde est revenu en santé, puis là on a vu que ça allait de mieux en mieux. Le week-end passé, on a été chercher 2 points, donc 2 défaites en prolongation, mais on s'en va sur la bonne ligne. On est content et on est satisfait de où on s'en va. Puis au collégial, là, c'est un peu moins serré que l'universitaire, le classement. Donc, on sait à peu près déjà on va jouer contre qui en série. Donc, on commence déjà à penser à ça, puis on prépare l'équipe en fonction des séries, là. Parlant des séries, il y a combien d'équipes là, pour expliquer au monde? Il y a combien d'équipes qui se qualifient? Est-ce que toutes les équipes sont qualifiées? Les 6 premières, qui est qualifié pour les séries? L'année passée, tout le monde était qualifié, donc j'imagine que ça va être la même chose cette année. Pour être bien honnête, j'ai pas validé l'information, mais tout le monde devrait être qualifié. La première équipe va avoir un laissez-passer pour la première ronde, et après ça va être des 2 de 3 entre les autres équipes, donc 2 contre 7. Après ça, 3 contre 6, 4, 5 vont s'affronter.
Et après ça, on va avoir les 4 équipes qui vont être replacées pour la deuxième ronde. Fait que quand tu dis que vous avez une bonne idée, on peut dire que c'est le boomerang du collège André Laurando, là, qui est actuellement, vous êtes 5e, elles sont 4e, donc il y a des bonnes chances. Ça s'est passé comment à date contre André Laurando pour vous autres? C'est des matchs qui sont tellement intenses. Je pense qu'on est 2 équipes qui est physique. Il y a une bonne rivalité aussi. On voit qu'il y a des matchs avec beaucoup de minutes de punition quand on joue contre eux. Mais l'énergie est vraiment là. Je pense qu'on joue encore 2 fois contre eux avant la fin de la saison. Donc, ça va être des matchs relevés, puis on va se préparer pour les séries, là. Puis vous êtes quel style d'équipe? Plus défensive, plus offensive, mise à rapidité, des vétérans, des jeunes? Quel genre d'équipe Dawson c'est cette année? Cette année, on a un bon mix au niveau de nos joueurs. On a pas mal le même nombre de vétérans que de recrues, que de deuxième année. Donc, c'est un bon mix. On a une équipe rapide quand même en bonne forme. Donc, on est capable de jouer nos 60 minutes là, sans trop être épuisé. C'est sûr que avec la gardienne qu'on a, donc Jeanne Lortie, ça nous aide beaucoup. Elle est vraiment excellente. Donc, au niveau défensif, ça vient vraiment nous aider. On a Léa Salem cette année qui performe très, très bien. Je pense qu'elle est rendue à 15 buts. Donc, ça aussi, c'est une belle amélioration pour elle face à ses statistiques de l'année passée. On marque pas assez, à mon goût. Okay. Donc, on a beaucoup d'opportunités, mais on marque pas assez. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va améliorer d'ici la fin de la saison, là. Est-ce qu'il y a des, au-delà de Léa Salem qui a une bonne amélioration, bon, Jeanne Lortie, ceux et celles qui suivent le hockey collégial était déjà forte l'année passée, est encore très solide. C'est une très, très bonne gardienne, là, elle est assez connue. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des surprises à date cette année? Est-ce qu'il y a des recrues qui sont arrivées qui ont performé rapidement? Pour Dawson, là, si vous regardez ça comment, là, les joueuses là, que tu sais qui pour la deuxième partie de la saison sont solides, puis là, tu sais qu'ils vont être capables d'en donner encore plus. Oui, c'est sûr, je pense à Hailey Neal qui joue à la défense. C'est une première année et il joue tellement bien. Donc, elle a beaucoup de glace. On s'attend vraiment à une belle continuité pour elle pour le reste de la saison. C'est une défenseur qui joue physique, qui cadre vraiment bien dans ce qu'on veut imposer sur la glace. Donc, au niveau des recrues, c'est sûr qu'elle performe très bien. Sinon, toutes nos recrues vont bien aussi, là. C'est sûr que je parle de Hailey je m'occupe des défenseurs, donc c'est sûr que je travaille beaucoup avec elle et je la vois vraiment sortir, mais tous nos recrues vont bien. Et nos vétérans, on a 3 qui sont placés à l'université. Donc, on a Daphné Lemay qui s'en va à Carleton. On a Noémie Gaudreau qui s'en va à Concordia et Zoé Boussamra qui s'en va à Harvard dans la NCAA. Donc, pour eux aussi, là, c'est une belle motivation de continuer à progresser pour arriver prête dans leur nouvelle équipe la saison prochaine. Ben écoute, c'est excellent. Je pense qu'on a un bon tour, un bon tour d'horizon à date de qui sont les équipes qui vont être surveillées d'ici la fin. On va évidemment surveiller de proche ce qui se passe avec vous autres, les Blues, pour vous souhaiter que vous prépariez comme il faut pour les éliminatoires, que vous ayez la chance de faire un bon bout de ce côté-là, peut-être même aller créer une surprise plus tard, puis battre une des 3 équipes de tête en deuxième ronde. Mais on va commencer par se rendre là avant. Fait que merci beaucoup, Léa. Puis, garde au plaisir pendant la saison. On va te reparler à quelques reprises. Donc, notre experte de hockey collégial féminin et, évidemment, comme je disais, on va glisser un mot sur le hockey universitaire à l'occasion, là, être sûr que les gens sachent à quoi s'attendre. Et comme tu mentionnais si bien en préparation du championnat canadien qui va être à Montréal cette année. Merci, Léa. Merci à toi. À bientôt. That'll determine his proficiency. Great catch. That's going to go for a score. Damian Alford, 73 yards. Now we're seeing some of these. From Montreal, Quebec. We asked Coach, are we going to see him at all? Does his size matter?
What you see right there, his size matters, his speed matters. Wow. Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue à la première entrevue de la semaine de Bulletin sportif de l'année 2023. Une entrevue spéciale. Habituellement, on fait ça chacun de notre côté, mais là, aujourd'hui, on a un invité spécial, on a un moment spécial, donc je suis super fier de vous annoncer qu'aujourd'hui, on est avec le receveur de passe des Orangemen de Syracuse, Damien Alford. Alors, Damien, d'abord, bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci, toi aussi. Merci. Damien, je t'annonce comme étant un gars de Syracuse, mais on va y revenir tantôt. Tu viens d'entrer dans le portail de transfert, le Transfer Portal, mais comme je te dis, on va y revenir tout à l'heure. Je veux que les gens apprennent à te connaître, savoir t'es qui. Tu restes quand même un joueur québécois qui vient de Montréal, et puis tu fais ta marque aux États-Unis dans la NCAA. Comment tu as commencé à jouer au foot? En fait, est-ce que tu faisais d'autres sports quand tu étais jeune? Comment ça a commencé pour toi? Moi, avec le sport, j'ai commencé tôt parce que mon père, c'était un sportif. Ma mère, c'était un sportive. So, comme j'ai commencé avec le soccer à comme 4 ans, 3 ans. Après, mon père m'a dit, tu vas commencer à faire du track pour travailler mon speed et tout ça. Puis après, vers comme 11 ans, 10 ans, j'ai perdu mon love pour le soccer. OK. So, mon père m'a dit, trouve un autre sport à faire. So, je suis allé jouer au basket parce que ma soeur jouait dans ce temps-là, puis j'allais toujours à ses pratiques. So, comme, ça m'a intrigué. Puis après ça, j'ai arrêté le track aussi. So, j'ai juste fait basket. Puis après, arrivé au secondaire, c'est là que j'ai découvert le foot. Puis j'ai juste tombé en amour avec ces deux sports-là. Puis arrivé où je suis maintenant, j'ai dû faire une décision. Vers la fin de ma carrière au secondaire, je suis obligé de faire ma décision. Puis j'ai choisi le foot parce que c'est le sport qui m'a présenté avec le plus d'opportunités. OK. Donc, tu voyais déjà... Parce qu'en fait, ton secondaire, toi, tu l'as fait à Dalbévio. Ouais. Est-ce que tu venais de ce coin-là de Montréal? J'habitais à la Chine. Tu habitais à la Chine, donc tu es dans ce coin-là de Montréal. Ouais. Tu es allé à Dalbévio. Est-ce que c'était un choix d'aller à Dalbévio? Est-ce qu'il y a des coachs qui t'avaient parlé ou est-ce que c'était l'école de ton quartier puis tu y allais de toute façon? Je viens de la Chine, comme tu viens de dire. Ouais, so, comme Dalby, c'était juste là. Puis il n'y avait pas vraiment beaucoup d'autres secondaires à la Chine où je pouvais aller. OK. So, comme, il y avait soit Dalby ou Cavalier, mais Cavalier n'avait pas d'équipe de foot. So, comme, juste dit, moi, je vais aller à Dalby parce que je suis là. Ma soeur allait là OK. quand je sortais du primaire. So, comme, c'est juste un given. So, comme, j'ai vu si Dalby était là, so j'étais allé à Dalby. Mais comme ma première année à Dalby, j'étais comme, je vais pas aller à une autre école. Il y a des autres écoles qui voulaient. Après que je me suis développé au foot, mais comme j'avais trop un amour pour Dalby pour partir comme ça. Qui est une belle école de football, dans le fond, qui est reconnue en plus. Il y a des bons coachs, il y a un paquet de bonnes personnes là-bas. Ouais. C'est un environnement de football assez... Exactement. Et là, tout de suite, t'es embarqué dans le foot. Est-ce que tu joues au basket en même temps qu'au football? Ou, ouais. Juste parce que quand le foot était fini, j'allais directement jouer au basket. Puis j'ai fait ça pendant des années, mes années au secondaire. Toutes tes années au secondaire. Ouais, à quel point ça t'a aidé, justement, comme athlète, de faire ces deux sports-là en même temps? Je sais que c'est très encouragé de faire du multisport. Comment pour toi, ça t'a aidé d'être un joueur de basket en même temps? C'était juste le cardio. Mais pas juste le cardio, mais comme... Juste, il y a des aspects au foot et au basket que comme... you can transition over. Parce qu'au basket, il faut que tu cours beaucoup. Tu travailles tes jambes beaucoup, il faut que tu sautes, il faut que tu sois capable d'attraper la balle. Comme ça m'a aidé un peu quand j'allais au foot. C'est comme quand j'ai découvert le foot, comme attraper la balle, c'était pas vraiment difficile. Puis le hand-eye coordination aussi, c'était pas difficile. Mais comme le fait que comme j'ai fait ces deux sports pendant beaucoup de temps, ça m'a aidé avec les deux sports que je fais. T'es grand, tu mesures 6 pieds 6, c'est ça? Est-ce que tu as toujours été le plus grand ou tu as eu un burst à un moment donné? Non, j'étais secondaire 1, je pense. J'étais petit, secondaire 2. J'ai commencé à pousser, puis après, comme durant l'été, allant dans mon secondaire 3, c'est là que j'ai pris ma poussée de croissance. J'avais des problèmes de genoux, puis tout ça. Comme toute bonne adolescente. Mais comme je faisais encore le basket, okay. Comme j'ai poussé, I pushed through the pain, puis à un certain point, je suis rendu à 6'6", puis c'est ça. Oh, là, mais ça, c'est vrai. On ne contrôle pas ça. Yeah. J'aurais aimé ça être 6 pieds 6 aussi.
Écoute, là, dans le fond, tu te développes dans le football. Est-ce que tu as tout le temps été receveur pour commencer ou tu jouais d'autres positions au début? Ma première année, si je me rappelle, je pense que j'ai commencé carrière. OK. Mais j'ai pas fait ça pour longtemps. J'ai fait ça pendant comme... J'ai fait ça quand j'étais Atome. C'est là que j'ai fait carrière. Puis après, quand j'étais allé cadet, j'étais receveur tout le long. Tu étais receveur tout le long. Puis là, tu t'es développé. Est-ce qu'il y a des coachs en particulier qui t'ont aidé, qui ont fait une différence à savoir, OK, là, oui, je suis un bon athlète, oui, j'attrape des ballons, puis c'est une chose, mais... En tant que receveur, mon premier coach, c'était coach Jamal Jacks. Lui était strict parce qu'il a un background dans le militaire. Comme il était strict avec moi, avec tous les gars. Comme lui, il m'a aidé beaucoup aussi. Après, j'ai eu coach Jamal Springer. Lui, il était là pendant le reste de ma carrière à Dalby. Puis lui, he's a mentor de me. Comme, il me pousse à donner mon 110%. Il me pousse à mes limites. Que comme il sait que je vais devenir meilleur. Comme, je l'apprécie pour ça. Puis après, il y avait juste les autres coachs. Coach Dom, Coach Greg, Coach Kadim, Coach Jerry. Tous ces coachs-là, ils étaient tous là pour moi quand j'avais des problèmes à la maison. Ils étaient là pour moi. Puis comme, c'est pour ça comme maintenant on a une connexion comme ça. Puis Dalby, comme quand tu regardes Dalby puis le foot, c'est plus que le foot. Parce que les coachs ils font pas ça juste pour l'argent, ils font ça pour aider les jeunes aussi. Comme, je les apprécie pour ça. C'était-tu tough dans ta jeunesse? Tu as eu des problèmes, des problèmes normaux d'ado, comme n'importe qui, ou ta jeunesse, ça ressemblait à quoi? Est-ce que... Mes parents, ils étaient stricts. Mon père était strict. Il voulait le meilleur pour moi. Puis comme, au début, il voulait pas que je joue au foot. OK. Comme, il voulait pas que je joue au foot parce qu'il sait que, comme, he knows the dangers of the sport. C'est ça. Ouais, puis il voulait pas que je me blesse, puis comme, ma carrière finit vite. Il m'a dit, joue au basket, mais comme, moi, je voulais faire le foot aussi. Comme, j'ai fait les deux, puis après, comme, il a vu que je faisais le foot aussi, il était fâché. Comme, les coachs, ils ont... Parce qu'au début, ils savaient pas que tu jouais au foot. Ils savaient pas. Comme, les coachs sont parlé, ils ont dit, comme, il y a du potentiel, comme, il peut se rendre loin avec le foot. C'est comme il m'a laissé un peu, puis après, comme, quand il a vu que j'avais vraiment un talent spécial, il m'a dit que je continuais à jouer au foot. Puis il voyait ta passion là-dedans aussi. Puis quand il a vu que comme je suis rendu vers la fin de ma carrière, il m'a dit, je décide dans quel sport tu vas faire, puis il va respecter ma décision. Good. Et là, tu t'es rendu à la fin de ton secondaire à Dalbevio, jusqu'à secondaire 5 à Dalbevio. Je suis parti en secondaire 4. Tu es parti en secondaire 4, parce que c'est ça. Toi, tu es parti et tu es allé aux États-Unis tout de suite. Ouais. Qu'est-ce qui t'a emmené aux États-Unis? Est-ce que c'était un prep school? Comment ça marchait? Je suis allé en Floride pour vivre avec mon oncle, parce que il y a un coach qui m'a présenté avec l'opportunité de jouer au foot en Floride. Je suis comme OK. J'avais la famille en Floride, je suis allé habiter avec mon oncle, c'était plus facile. Je suis habité avec mon oncle. Il m'a fait jouer pour MacArthur, les Mustangs. Puis j'ai eu une bonne saison. J'ai raté les 6 premières games de la saison à cause des complications, mais quand les autres games que j'ai joués, comme j'ai donné mon 110%, puis j'ai eu des offers based off ça. Puis j'ai fait des 7 contre 7, j'ai fait des cliniques, j'ai fait des camps, puis c'est comme ça que les offres ont rentré. Aux États-Unis, justement, les 7 contre 7, c'est bien vu, dans le sens, pas juste que bien vu, là, c'est très intéressant pour les coachs. Ils viennent voir des joueurs, justement, des receveurs comme ça. Ici, au Québec, c'est un peu différent. C'est pas, on en voit du 7 contre 7, mais c'est encore plus des happenings, le fun, plus que des happenings pour les coachs pour faire du recrutement. Mais, c'est ça. Comme tu as dit, c'est pour le fun ici, mais comme en Floride, c'était pas pour le fun. C'est comme les gars, ils donnaient leur 110%. C'est un showcase. C'est ça. C'est comme un showcase pour montrer comme for the skill players. C'est pour montrer leurs skills comme les carrières, lancer la balle, les receveurs attraper la balle, les débits, faire leurs choses. C'était comme vraiment un showcase pour les skill players. Puis comme ici, ça commence comme mon ami Luigi, comme il a fait un tournoi comme récemment cet été, puis comme juste en voyant ça, j'étais comme OK, comme maintenant le foot commence à être sérieux au Québec, puis le monde est en train de voir ça comme c'est en train de prendre ça au sérieux, puis le fait que comme un jeune comme moi et Luigi, comme on est jeune, puis après on essaie de give back au community, comme ça juste montre que comme on trouve que le foot c'est plus que c'est le foot, c'est pour amener le monde ensemble puis s'amuser, mais aussi pour présenter des opportunités pour jouer au next level aussi. Si je reviens à ta décision d'aller vivre chez ton oncle en Floride, est-ce que pour toi, aller jouer aux États-Unis, ça a toujours été une option ou c'était un choix entre aller là ou regarder le cégep, comme beaucoup d'autres font?
Au début, je m'attendais pas à comme me faire présenter avec l'opportunité d'aller aux États-Unis. Au début, j'étais comme, je suis sur mon foot, je vais aller au cégep. Ça, j'ai visité des écoles, j'ai visité Vanier. Ça, c'est le premier cégep que j'ai visité parce que c'était anglais. Ça, j'ai visité là, puis après, comme, c'est là que l'opportunité d'aller aux States, ça s'est présenté. So, je suis comme, OK, là, j'ai l'opportunité d'aller aux États-Unis. So, comme, je vais prendre cette opportunité, puis je vais pas la gaspiller. Puis, quand je vais arriver là, je vais comme, I'm gonna make most of it. I'm gonna make a name for myself quand je suis là. Puis après, juste ball out comme j'ai fait. À quel point tu as vu une différence, justement, quand tu es allé aux États-Unis? Parce que la Floride, c'est quand même un état de football. Yeah. À quel point tu as vu une différence dans la qualité de jeu ou la façon dont les gars prennent ça au sérieux? C'est quoi la grosse différence entre quand tu jouais juvénile ici versus tu joues high school? C'était plus intense. Les gars, c'était plus physique. Parce que eux, they're doing it to get out of like, the problems that they're in. OK. C'est comme eux, ils font ça pour... Eux, c'est comme pas pour s'amuser, eux, c'est comme pour Noël, like to feed their family, comme pour arriver à la NFL, arriver au cégep, université, pour qu'ils stressent moins, puis ils sortent du trouble qu'ils ont à la maison, puis ils se débarrassent des... Parce que pour certains des gars qui étaient là, j'ai vu que comme ils étaient contents de venir aux pratiques parce qu'ils stressaient moins quand ils étaient là. Puis qu'après, comme quand ils retournaient, comme ils stressaient, puis comme... Les coachs en Floride, ils ont fait comme pratiquement la même chose que les coachs ici, ils faisaient comme, ils étaient là pour les gars, comme c'était, I was great, j'étais comme blessed pour aller à MacArthur parce que comme les coachs, ils étaient similaires aux coachs d'Albé. C'est comme, ils m'ont aidé beaucoup aussi. Comme quand j'ai raté les 6 games, moi j'étais bummed out parce que j'étais comme, moi je vais en Floride pour jouer au foot, puis là il faut que je rate les premières 6 games de la saison parce que à cause des complications, puis comme, c'était juste ces complications-là, c'était quoi? C'était-tu un rapport avec des papiers officiels? C'était avec l'État. Moi, ils m'ont pas vraiment expliqué c'était quoi. Ils m'ont juste dit, il y a quelque chose avec le state, puis je rate les premières 6 games. Ça, je suis comme, OK. Mais moi, je pouvais pas m'obstiner, j'ai fait ma part, puis c'est ça. Puis est-ce que c'est ton oncle qui a dit, qui t'a aidé à faire les démarches pour choisir ton école là-bas, ou c'était les coachs là-bas qui voulaient t'avoir? C'était les coachs, mais comme pour habiter, pour like, c'est ça. Like, ça. Ouais. Je vais aller vivre avec mon oncle là parce que c'est mon oncle, c'est la famille. Puis y a-tu des gens qui t'ont aidé justement à choisir cette école-là, ou est-ce qu'il y a des gens qui avaient des contacts avec cette école-là? C'était les contacts que j'avais. OK. Coach Gilles avait des contacts, c'est comme that's how it really like kicked off. Coach Gilles avait des contacts. Puis après, je l'ai dit que j'avais un oncle là-bas, c'est comme ça, là, comme... OK. Ça devenait un bon fit parce que tu étais capable d'être installé là. Et puis, bon, OK, tu joues là, oui, comme tu dis, tu vois les gars. Est-ce que ça a changé ton mindset à toi, ou toi, tu étais déjà prêt à dire, OK, je m'en viens travailler, je m'en vais pas juste jouer du football? Depuis que comme j'ai vu que j'allais en Floride, mon mindset, comme... À Dalby, je m'amusais, mais comme aussi, c'était comme pour faire un nom pour moi, comme au Québec. C'est comme, juste aller en Floride, c'était comme... Là, je suis en train de représenter mon pays au complet parce que je sais pas s'il y avait beaucoup de Canadiens en Floride. Parce que quand le monde dit, comme quand ils ont vu que j'étais Canadien, ils ne croyaient pas. Parce que je parle anglais comme il faut, ils ont juste réalisé que j'étais Canadien à cause de mon accent, puis ils savaient que je parlais français. Puis c'est ça. Puis comme, ouais, c'est ça. Mais justement, est-ce que dans leur tête à eux, OK, c'est un Canadien, je comprends qu'ils t'ont vu probablement pratiquer, attraper quelques ballons, mais est-ce que dans leur tête à eux, puis je parle autant les coachs que les joueurs qui sont tes coéquipiers, ils disent OK, c'est un Canadien, on va lui montrer comment ça marche, ou t'avais-tu ce sentiment-là? Moi, quand je suis allé... Non, parce que moi, je suis déjà préparé depuis. J'ai fait Team Québec, j'ai fait Team Canada. Team Canada, c'est vraiment où je me suis préparé pour aller aux States, parce que c'était les règlements aux States. Oui. C'est comme quand on a joué contre Team USA, c'était comme, OK, c'est comme ça, on joue aux States. Mais pour moi, cette game-là, c'était une game pour me préparer pour... I'm like fortunate to be able to play there parce que ça m'a préparé pour aller aux States. So, comme quand je suis allé aux States, j'ai fait la transition, ça m'a pas stressé pour aller. Parce que je sais quand je suis allé là, c'était pour work. So, comme c'était pas pour m'amuser. Puis comme, quand je suis allé là, les coachs ont réalisé ça. Ils ont réalisé ça vite que comme j'étais là pour comme to take it to the next level, pas pour juste jouer secondaire puis après retourner au Canada. Mm-hmm. Parce que ça, c'était vraiment pas mon option. Parce que moi, quand j'ai mis pied aux États-Unis, c'était pas pour prendre des step back pour revenir au Canada. OK. Fait que c'était vraiment le plan. Après ça, c'était next step NCAA.
Et là, comment ça se passe? Parce que ça, c'est tout le temps intéressant aux États-Unis. Il y a tout le temps les 3-star, 4-star, 5-star, les rankings. À quel point cette pression-là, à quelque part, cette visibilité-là est intense, puis à quel point c'est... Est-ce que c'est motivant? Est-ce que c'est dérangeant? Comment tu vois ça? Parce qu'on ne voit pas ça ici, là, ça n'a pas cette approche-là. Mais l'affaire avec les étoiles, c'est que comme moi, Fro, je m'en foutais des étoiles. Moi, quand je suis allé là, je ne savais même pas c'était quoi des étoiles. C'est comme moi, quand je suis arrivé là, ils m'ont rank un 3-star ou 4-star. Moi, je m'en rappelle même plus. Parce que moi, je m'occupais pas de ça. Parce que moi, je suis pas un star. Moi, je suis une personne. C'est comme moi, quand je suis allé là, j'ai juste fait mes choses. Et après, quand le recrutement est allé, ça aide avec le recrutement, les stars, juste pour dire. C'est comme, moi, quand je faisais recruter, j'avais déjà les écoles que j'étais intéressé, ils étaient déjà là présentés en avant de moi. C'est comme, quand j'ai vu qu'il y avait des 5-stars puis tout ça, puis comme j'allais contre des gars des 5-stars puis tout ça, mais comme, c'est des gars qui respirent comme moi, qui jouent au foot comme moi, comme, c'est pas des superhumans. C'est comme, moi, j'étais là, c'est comme, les stars, pour eux, c'est beaucoup, mais pour moi, c'était rien. Okay. C'est comme, moi, j'ai joué ma game puis ça a fini là. Est-ce que tu avais, parce que là, bon, ultimement, tu es arrivé à Syracuse, mais est-ce que tu avais beaucoup d'universités, t'avais-tu beaucoup de choix? Qu'est-ce qui t'a amené justement à choisir Syracuse? J'avais des options, mais c'était comme vraiment... Syracuse, c'était comme où j'ai pris ma première et ma seule visite, puis c'était It Felt Like Home. Parce que c'était proche de Montréal, puis tout ça. C'est comme It Felt Like Home, so comme... Je voulais pas prendre d'autres visites parce que je voulais pas gaspiller de temps. Je voulais juste aller là puis commencer ma carrière là, puis c'est ça que j'ai fait. Mais tu avais fait des camps, tu avais déjà rencontré des coachs? J'ai fait un camp en Floride, c'était Friday Night Lights à l'Université de Floride. C'est le seul camp que j'ai fait. Puis comme mon nom a vraiment démarqué dans les 7 contre 7. Okay. Parce que quand je suis arrivé en Floride, c'est exactement ça que j'ai fait parce que je suis arrivé off-season. Quand je suis arrivé, c'était 7-on-7 time. C'est comme quand je suis arrivé là, j'ai juste fait des 7-on-7, puis c'est comme ça que je me suis mis sur le radar aux États-Unis. Une coupe de moss, puis tu as fait ton nom. À Syracuse, comment ça se passe quand on rentre dans une université comme ça? C'est quoi le feeling? Je ne sais pas à quel point c'était gros en Floride, l'école où tu allais, puis les stades ou quoi, mais quand tu arrives dans la NCAA, après, à quel point c'est gros, à quel point c'est spécial de rentrer dans ces plus gros programmes-là? Juste arriver là, c'était comme, OK, je suis rendu, comme je suis à l'université maintenant, parce que il y a plein de monde qui doutait que j'allais pas me rendre aux États-Unis. Okay. So, comme moi, je suis juste arrivé là, j'étais comme, OK, là, il faut que je les prove wrong. Comme là, il faut que je focus, puis qu'est-ce que j'ai à faire. Comme en temps d'aspect d'école, je savais que j'allais struggle moins parce que c'était anglais. Puis ma première langue, c'est l'anglais. Puis quand j'étais ici, c'était là où j'étais affecté le plus, puis c'était le français. C'est comme, aller à Syracuse, c'est comme, j'avais beaucoup d'aide, j'avais les ressources que j'avais besoin. Puis en tant que foot, c'est comme, je suis arrivé là quand c'était COVID. C'est comme, ma première année, il n'y avait personne dans les stades. C'est comme, c'est juste des stades vides. Puis après, deuxième année, comme j'ai commencé à voir qu'il y a des fans, j'étais comme, OK, là, je commence à voir c'est quoi une université aux States. Puis après cette année, j'étais comme, OK, là, comme notre game contre NC State, c'était une game qui était sold out. Puis comme, j'étais comme, OK, ça c'était... Puis après, quand ils ont storm le field après, c'était comme, OK, ça, l'université, c'est vraiment ça. Puis comme... Est-ce que tu es capable de ressentir tout le moment de quand justement tu stormes le field, tout le monde crie, à quel point c'est où tu es focus sur ton match? Vers la fin, comme on savait comme il restait que quelques secondes, puis on voyait les fans, ils étaient prêts à sauter par-dessus. Nous, on était hype. Puis comme quand ils ont sauté, j'étais comme, OK, on a vraiment fait ça. Like, on a commencé 6-0, puis c'était un bon feeling. Puis après, comme, juste, moi, je me suis fait emmener dans le tas. C'est comme juste, il faisait chaud. Comme moi, j'étais là, j'essaie de sortir. Tout le monde était en train de me serrer la main, en train de me donner des câlins. J'étais comme merci puis tout, mais comme il faut que je sorte parce que j'avais chaud, j'avais mis des équipements. J'avais enlevé mon casque, j'avais perdu mon casque. J'étais comme, oh my God. Puis, t'as-tu retrouvé ton casque? Okay. C'est un des managers qui l'ont pris pour moi. Ça, OK. Puis, t'étais avec d'autres Québécois, je pense que tu disais, on s'est parlé un peu avant de faire l'entrevue, vous étiez 6 Québécois. Ouais. Est-ce que, puis là-dedans, il y avait Ben Labrosse,
Mathieu Bergeron, Geoffrey-Quentin Arcou était là. Chez les autres, je me rappelle pas des noms. Mais bref, il y avait ces gars-là. Est-ce que, comme Québécois, même si vous arriviez chacun de votre coin, est-ce que vous vous teniez ensemble ou c'est comme dans n'importe quelle équipe, souvent tu tiens avec les gars de ta position? Ou, Non, quand on était ensemble, on se tenait ensemble. Quand on se voyait, comme, on faisait des jokes puis tout, on parlait en français pour que les gars ne comprennent pas. Puis comme quand cette année, quand c'était juste moi et Matt, comme on parlait en français juste parce qu'on savait que ça allait faire chier les gars, puis ils n'allaient pas comprendre qu'est-ce qu'on voulait dire. Puis comme aussi les gars ont commencé à comme they followed along, comme ils essayent, comme ils voulaient apprendre le français. Ah, c'est bon, c'est bon. Comme, on les a appris des mots que c'est pas bon d'apprendre, mais... Comme tout le monde qui apprend une nouvelle langue. C'est ça, c'est comme... Mais c'était le fun de les d'entendre essayer parler français. C'était actually un beau feeling, là. Si on revient à tes débuts à Syracuse, à quel point c'est dur d'être une recrue là-dedans? Souvent, on entend parler, il n'y a rien qui est donné. Évidemment, c'est normal, mais ils vont pas sugarcoater rien. Là. Tu t'en viens là, puis tu t'en viens travailler. À quel point c'est dur, ça, de sentir que je m'en viens vraiment me battre contre les autres pour ma place, mais juste pour avoir un chandail. Puis, à quel point c'est tough là-bas, ça, cet aspect-là? Mais quand je suis arrivé là, j'étais jeune. C'est comme... Moi, je savais pas à quoi m'attendre. Moi, je suis arrivé là, ils m'ont donné le numéro 35. Puis moi, je savais que comme... C'est impossible, je vais arriver là, puis je vais rester avec 35. Puis j'ai work, j'ai travaillé fort, I just kept my head down and worked. Puis j'ai eu 82, puis comme, it grew on me. Comme, moi, avoir ce numéro-là, c'était comme, OK, ça c'est mon numéro pendant, for as long as I want it to be. Puis juste faire qu'est-ce que j'ai fait, le fait que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait avec ce numéro-là, comme, it carries a lot. Et puis le monde m'appelle même pas par mon nom. They call me like, 82, comme les petits enfants, ou ils m'appelaient par mon nom. So, comme, juste avoir ce feeling-là, je sais comme, OK, comme il y a du monde qui me voit pour que, ils me voient comme, like, they cherish me, basically. Ouais. Yeah. C'est comme, juste avoir ça, c'est comme, OK, ça c'est un autre type de motivation que j'avais besoin. Êtes-vous des stars sur le campus? Comme le monde aime voir, là, à quel point c'est vrai ça? Ou c'est, non, là, regarde, là, on fait nos affaires. Puis... Mais moi, l'affaire, c'est que tout le monde pense que je suis un joueur de basket. OK, ben oui. C'est comme, il me demande, il me dit, est-ce que tu joues au basket? Je suis comme, non, je joue au foot. Après, ils sont comme, t'es numéro 82? Je suis comme, ouais. OK. Après, on commence à faire des conversations, mais comme, for real, le fait que comme on porte toujours un casque, il voit pas notre face. Non, c'est ça. So, comme, quand t'es grand aussi, ils associent que t'es un joueur de basket. Puis ils voulaient que je joue, les gars sont comme l'équipe de foot, ils voulaient que je joue au basket, mais comme moi je suis comme, mon corps pourrait pas faire ces deux sports-là. En plus, à un haut niveau comme ça, je suis comme, non, je pourrais pas. So, comme juste, on joue au basket pour le fun, puis ça finit là. OK. So, yeah. Fait que tu joues au basket avec les gars de basket des fois? Ou, non, je joue avec les gars de foot. Okay, parce que les gars de foot, c'est aussi des joueurs, ils jouent au basket aussi, so, comme, c'est des grosses games aussi, so, comme, on joue dans le facility de basket, on joue, puis c'est des games, on s'amuse, so, on joue pas sérieusement, so, comme. Puis sur le campus, c'est comme, moi, personnellement, je regarde personne quand je suis sur le campus. Moi, ma tête est laser focus, moi, je m'en soucie, j'ai à marcher. Quand je suis avec des gars, comme quand j'ai avec du monde à côté de moi, ils disent, ils sont en train de parler de toi, je suis comme, c'est pas grave, moi, je suis focus. Parce que je sais que le monde va parler parce qu'il sait que je suis qui, puis je suis comme un des plus grands que l'école, so, comme. À part les gars de basket. Fait que c'est ça, tu stand out à quelque part, fait que c'est facile, ils te reconnaissent. Comme tu disais tantôt, tu joues au basket, non, tu joues au foot, OK, t'es 82. C'est ça. La vie d'étudiant en même temps que d'être un athlète, parce qu'on parle beaucoup de foot, mais tu sais, être étudiant là-bas, comment t'es encadré? Est-ce qu'à quel point ils sont stricts? Non, il faut aller à tous tes cours, puis il faut que tu passes tes cours. Comment c'est géré, ça? Non, for real, sont stricts. Mais comme, si tu fais que cette affaire, ils vont pas te déranger. Parce que moi, l'année passée, puis cette année, c'était comme COVID. L'année COVID, c'était en ligne. C'est comme, après faire la transition de en ligne à in person, c'était comme, personne n'avait envie de faire ça. C'est comme, moi, je suis là, je vois mes cours, je suis fatigué, on a des pratiques, puis c'est juste essayer de rester focus sur comme, le fait que comme tu as besoin de ton éducation pour jouer au foot là-bas. C'est comme, si tu slip up, tu peux te rattraper parce que tu as les ressources, mais comme, il faut pas que tu slack, puis comme tu fais,
ça, je peux attendre. Puis après, tu arrives à la fin de l'année, puis comme, il reste des cours à rattraper, puis comme, tu peux pas parce que... Parce qu'évidemment, si tu passes pas, comme n'importe où, si tu passes pas tes cours, tu pourras pas jouer. Est-ce que vos coachs vous en parlent de ça ou les coachs sont focus football? Non, les coachs, ils savent que l'éducation, c'est important. So, comme, ils nous parlent de ça à chaque fois. Ils disent, on va checker vos grades. So, comme si vos grades sont pas bons, il y aura un punishment. Comme, ils peuvent nous faire courir, faire play push. Comme quelque chose pour comme, nous faire rêver que comme, c'est pas comme, on n'est pas ici pour s'amuser, c'est ici pour build un futur pour toi et ta famille. Puis l'éducation fait partie de ça. Parce que la grosse majorité des joueurs, de toute façon. Parce que le foot, c'est pas pour toujours. So, comme, moi, les gars, on sait que le foot, c'est pas pour toujours. So, comme, il y a des gars qui prennent ça au sérieux, puis il y a des gars qui prennent pas ça au sérieux, mais comme, c'est leur décision à eux. Mais pour les gars qui prennent ça au sérieux, tu peux voir qu'ils prennent ça au sérieux, puis comme, ils prennent leur éducation sérieusement, puis comme, ils poussent pour les limites, pour avoir une bonne éducation, parce que c'est Syracuse. Comme, c'est une bonne éducation là-bas. C'est comme, avoir un diplôme de là, c'est comme, c'est big. Et là, toutes les saisons embarquent. Là, cette année, c'est ta saison où tu as eu le plus d'opportunités. Je pense que tu as capté 20 ballons, 2 touchés que tu as réussi à avoir. Yeah. Fait que ça va bien au niveau football, mais tu voudrais que ça aille encore mieux. Puis on vient d'apprendre, on en a parlé en début d'entrevue, tu viens de t'inscrire, je ne sais pas si c'est le bon terme, au Transfer Portal. Pourquoi tu as pris cette décision-là, puis qu'est-ce que ça amène pour toi? Là? Honnêtement, je voulais pas me rendre à comme rentrer dans le portal. Ça, c'était ma dernière option. Je voulais pas rentrer dans le portail parce que Syracuse, c'est comme ma maison. J'étais là pendant 3 ans. J'étais là depuis j'avais 18 ans. Là, j'ai 21. C'est comme être là pendant tout ce temps-là, puis comme avoir have built what I built over there. Juste, je me suis établi là. So, comme, juste mettre mon nom dans le portail, ça m'a blessé. Comme je voulais pas le faire. Mais comme, à un certain point, il faut que je prenne des sacrifices pour to better my career. Because at the end of the day, il faut pas que je reste sur la même ligne. I need to surpass that line. And pour me rendre là, il faut que je prenne des sacrifices pour me rendre à ce niveau-là. C'est comme, comme juste partir, ça comme, juste me mettre mon nom dans le portail, comme, it makes me emotional parce que j'ai pas envie de partir parce que j'ai un attachement à Syracuse. Mais comme, j'ai parlé avec du monde, ils m'ont dit comme, just follow like what feels right for you, puis c'est ça que je suis en train de faire maintenant. Et pourquoi c'est devenu la bonne chose pour toi? Parce que comme tu le dis, OK, c'est dur, c'est la maison pour moi, Syracuse. Tu parlais que c'était un bon diplôme à avoir. Tu sais, il y a un paquet de choses qui t'amènent à dire que... Puis les choses évoluent, tu sais, ils ont évolué avec le temps. Tu sais, c'est sûr qu'on voudrait tout le temps être le starter puis recevoir 50 passes par année. Puis, tu sais, c'est... Mais ça, c'est une chose. Maintenant, malgré cette évolution-là, qui visiblement, on voit que, comme je te dis, tu as attrapé plus de ballons cette année. L'année prochaine, ça aurait peut-être pu être mieux. Qu'est-ce qui fait que tu dis, malgré ça, la bonne décision à prendre, c'est d'aller ailleurs? Ouais. C'est juste for my state of mind. OK. Juste aller, comme juste, pas commencer fresh parce que moi, je veux pas commencer fresh. Moi, je veux continuer à build sur ce que j'ai construit. Je ne vais pas détruire un bâtiment puis après reconstruire un bâtiment. Ça, c'était ma dernière option. Mais comme juste le fait que comme il faut que je prenne des sacrifices, comme je t'ai dit, pour to better myself, je n'avais pas le choix de le faire. Fait que tu avais atteint une limite, dans le fond, dans ta tête. Toi, tu as atteint une limite à Syracuse qui dit, là, je suis pas sûr que je vais avoir un plus gros rôle là-bas l'an prochain. C'est ça. Et tu penses que tu vas avoir un plus gros rôle dans certaines autres universités, tu penses que tu as plus de chances de ça? Moi, c'est juste que je pense que je me suis pas fait présenter avec les opportunités que j'avais, that I needed. C'est comme, il y a des situations que comme, je me questionnais comme, pourquoi j'ai pas eu la balle. Comme, j'étais ouvert, mais j'ai pas eu la balle. Comme, je fais qu'est-ce que je fais, I do everything I have to do as a receiver. Je bloque, j'attrape la balle, je cours mes routes comme il faut, je cours à 100%. Like, why am I not getting the ball? So, comme, moi, je me pose cette question-là, puis je suis tanné de me poser des questions, puis comme, il faut que je peux pas rester à la même place. Que si je me fais pas donner la balle, pourquoi je me fais pas donner la balle? J'ai posé ces questions-là, ils m'ont proposé des alternatives, mais comme, est-ce que ça va vraiment m'aider avec ma situation? Alors, en plus, le fait que comme, la offense, le personnel va rester la même.
OK. C'est comme moi, j'étais à ce point-là. C'est comme, est-ce que je veux prendre le sacrifice de rester là avec le même personnel, avec la même situation que j'étais comme la saison passée, que j'étais pas confortable, ou je vais aller dans un autre programme où ils vont vraiment besoin de moi, ils vont m'utiliser dans des bonnes situations pour to make a name for myself, parce que c'est pas juste pour l'école, que c'est pour moi aussi, comme je fais ça pour moi. Tu me parlais, avant qu'on fasse l'entrevue, tu me parlais, je me fais pas lancer des jump balls, puis un gars de 6 pieds 6, ça semble évident, même pour quelqu'un comme moi qui est pas, tu sais, je suis le foot, mais tu sais, je pourrais pas coacher une équipe de football, tu sais. Ça me semble évident qu'un receveur de 6 pieds 6 qui court, je me dis, je vais lui lancer des jump balls. Puis, fait que, dans le fond, on parle de jump balls, je veux pas parler juste de ça, mais tu sais, il y a quelque chose où tu sens, non seulement sur le nombre de passes que tu peux, mais tu sais, les styles de jeu que tu peux avoir, tu pourrais être mieux utilisé, puis là, on pourrait connaître le vrai Damien Alford, quel genre de receveur tu es capable d'être. Parce que moi, je sais que je peux faire plus que ce que j'ai fait l'année passée. Comme cette année, où I felt where I improved was my blocking. En tant que receveur, être grand, des fois c'est tough de comme bouger puis faire tes blocs. Mais comme juste le fait que comme j'ai un bon frame sur moi, je fais des blocs contre des linebackers, des safety, comme je peux le faire, comme puis je vais être correct. Puis comme je pourrais comme ils vont le sentir quand je vais les frapper. C'est comme juste travailler sur cet aspect-là cette année, comme ça m'a boosté, ça m'a aidé aussi. Mais juste en tant de comme opportunité de comme attraper la balle, comme me mettre dans une situation pour attraper la balle. Je pense que je me suis pas fait utiliser à mon potentiel maximal. Et là, j'imagine qu'à quelque part, tu as déjà des options ailleurs. Quand tu as regardé l'idée, c'est tu dis, ben écoute, il y a des places où est-ce que je pourrais jouer. Est-ce que tu as déjà une idée de vers où tu veux aller? Est-ce qu'il y a des grosses universités qui t'ont contacté, à qui t'as parlé? Il y a des grosses universités qui m'ont contacté, mais à la fin de la journée, moi, je sais déjà comment le processus marche, parce que j'étais déjà dans le processus de recrutement. Ça, comme quand j'étais dans le processus de recrutement, moi, je vais pas faire la même chose que j'ai fait. Je vais pas me remettre dans un programme qui vont juste m'utiliser pour juste m'utiliser. Non, c'est ça. Je vais aller dans un programme qui vont m'utiliser pour me mettre dans les meilleures situations pour moi, pour me rendre au niveau que je veux me rendre. Parce que moi, la fois, je veux me rendre à la NFL. Je veux le meilleur pour moi et ma famille. C'est comme, on me rend à la NFL, ça va être mieux pour moi et ma famille. Rendre CFL, ça va être mieux pour moi et ma famille. C'est juste que tu as plus d'exposure dans la NFL. Bien sûr. C'est comme, parce que moi, j'aurais pu comme aller comme si je voulais juste option CFL. J'aurais pu juste faire ça, jouer, être confortable, puis rester à Syracuse, être confortable, puis après faire CFL. Ou dire, je suis pas content, revenir ici, faire université, puis après aller CFL. Mais la force, c'est que des fois, je vais me mettre dans des situations uncomfortable. I want to put myself in uncomfortable situations to get myself out of it. C'est comme me mettre dans le portail comme I'm uncomfortable. Mais comme aussi comme I can find a way to get myself out of it and benefit from it. C'est comme juste faire ça pour moi, je trouve que c'est la meilleure option pour just for me and my future. Est-ce que c'est stressant pendant que tu es dans le transfer? Parce que là, c'est comme tu es un peu dans un no man's land. Est-ce que, en fait, je vais poser deux questions. Un, c'est stressant, c'est une chose. Est-ce tu peux te retrouver que personne ne t'a choisi, puis tu retournes à Syracuse? Est-ce que ça se peut? Ouais, ça se peut. Ça se peut, OK. Mais la force, c'est que le stress aussi, c'est comme ça joue beaucoup parce que moi, je suis quelqu'un qui, comme, I overthink a lot. C'est comme quand je vois que, comme, il y a beaucoup d'équipes qui me parlent, des fois, c'est comme, il y a du monde qui tripe sur le hype de ça. Mais moi, comme, je tripe pas sur le hype de ça parce que moi, je m'en fous que les coachs me textent. Ils me textent, ils me disent, Damien, on te veut. Moi, je veux une équipe qui dit qu'ils ont besoin de moi. Comme moi, je veux pas une équipe qui me veut juste parce que je suis stupéciste puis je suis grand pour juste remplir un spot sur le roster. Moi, je veux une équipe qui a actually besoin d'un grand receveur qui vont prendre puis ils vont mettre direct sur le terrain pour to make an impact on the offensive side on the ball. C'est aussi comme finding the balance puis après aussi poser des bonnes questions. Puis il faut pas. Moi, je suis plus un recrue. Non, c'est ça. Je suis plus un recrue. Moi, I'm a transfer. Comme, juste en sachant qu'est-ce que je sais, j'ai de l'expérience sur le terrain. J'étais un starter pendant 1 an et demi. C'est comme juste poser des bonnes questions au coach pour comme to test them a little bit. Pour voir qu'est-ce qu'eux ils vont vraiment dire. Parce que quand tu arrives à une école, you're locked in. Quand tu es là, you're locked in. Comme, il faut vraiment que tu poses des bonnes questions, puis il faut pas que tu ailles sur le trip de cette école-là me veut, je vais aller là. Comme si
Puis quand il y a du monde qui vont triper comme, par exemple, Alabama, il dit, on veut. Mais s'il dit on te veut, tu sais pas si comme c'est pour remplir un roster spot ou c'est pour vraiment te mettre sur le terrain direct. Fait que toi, tu as tout ça là, à travailler, dans le fond, avec ces coachs-là dans tes discussions. Tu as, comme tu dis, cette réalité que tu n'es plus un nouveau qui arrive. Tu as quelque chose à proposer. Fait que tu n'es pas juste, OK, je vais prendre l'école qui me veut le plus, je vais prendre l'école où est-ce que moi, je sais que je vais fitter. Puis c'est ça, ou une école qui a besoin de moi. C'est ça. Puis comme, juste à cause que je connais des choses comme ça, comme, je vais pas me mettre dans, comme, je sais qu'il y a des questions que moi, il faut que je pose en tant que joueur pour comme faire les coachs comprendre que comme moi, je suis pas là juste pour remplir le roster. Je suis là pour make a difference on the team. Puis comme, c'est juste ça que, c'est ça. Tu as parlé de la NFL, évidemment, là, c'est proche là, quand tu regardes ça. Tu vois des gars autour de toi qui ont été recrutés, qui ont été repêchés. Tu as probablement des anciens coéquipiers qui sont maintenant avec des équipes de la NFL. Tu as joué avec Mathieu Bergeron, qui vient de se déclarer disponible pour le repêchage, joueur de ligne offensive. Comment d'être autour d'un gars comme ça puis de voir la forme de hype qu'il y a autour de lui. Bien, évidemment, il y a un hype comme ça autour de lui au Québec parce qu'on parle de lui. Mais d'être autour de gars comme ça qui se font recruter, puis je parle de Mathieu en particulier, à quel point, toi, ça te motive ou ça te dit « OK, ça peut être moi aussi, je suis plus proche que je pensais de ça. Comment, justement, de côtoyer Mathieu, ça a eu un impact sur toi là-dessus? Ça me motive aussi parce que moi et Matt, on est là pour work. On est pas là pour s'amuser parce que nous, on se parle, on dit comme... On veut pas être... Le foot, c'est pas pour toujours. Comme nous, we want to do what we got to do to be able to feed our family, church, provide for our family. C'est comme nous, on travaille, we work hard. Matt, j'ai vu que comme il travaille fort à chaque fois. Puis j'ai vu ça, puis j'étais comme, OK, moi aussi, il faut que je stresse pas comme si je travaillais pas fort, mais c'est comme, I need to take to a next level and work harder to juste pour to separate myself a little bit. C'est comme, après mes workouts, je voyais les gars, ils sortaient. Moi, j'étais là sur le jog machine, j'attrapais des passes, je travaillais sur mon grip, juste des petites choses that's going to take it a long way once I get to the level that il faut que je me prépare pour la NFL. Il y a un élément qui est intéressant aux États-Unis dans la NCAA, puis c'est nouveau de quelques années. Au Canada, on ne peut pas vraiment avoir ça. Maintenant, les joueurs peuvent monnayer leur image, et comment ça fonctionne? Est-ce qu'un Canadien comme toi a accès aux mêmes choses que les autres athlètes là-bas? Est-ce qu'il y a des enjeux? Peux-tu te faire commanditer? Comment ça marche, ça? L'affaire avec les NIL, c'est que moi, de toute façon, je le vois, c'est juste pour les Américains. Puis pour le monde, les internationaux, c'est comme, on va s'occuper de vous après. Dans le sens où les gens vont pas aller te proposer à toi. C'est ça, parce qu'ils peuvent pas vraiment nous proposer, parce que si on fait ça, c'est comme si on travaillait, parce qu'on se fait payer. C'est comme, dans notre visa, comme ça a tout rapport avec le visa, parce que dans notre visa, c'est un visa étudiant, pas pour travailler. Okay. C'est comme, si on fait ça, c'est comme si on travaillait, puis ça violait notre visa, puis comme si ils peuvent they can cancel our visa. Okay. Après, on va toujours revenir dans notre pays, puis ça finit là, ça va prendre du temps pour... Le temps que ça va prendre pour peut-être le revoir, ça va être comme, tu pourras pas retourner aux États-Unis. Admettons qu'une entreprise canadienne, québécoise, peu importe, veut s'associer à Damien Alford. Est-ce qu'elle peut le faire au Canada pendant que toi tu joues aux États-Unis? Est-ce que tu sais, dans le sens où y a-tu moyen de contourner ça un peu, là, cet élément? L'affaire que moi, ils m'ont dit, moi je peux pas faire de NIL aux États-Unis, avec les compagnies aux États-Unis. Mais moi, je les ai dit, la question que je les ai demandé, c'est que vu que je suis Canadien, est-ce que je peux faire comme les choses au Canada parce que c'est mon pays? Puis ils m'ont dit, vu que comme c'est mon pays, comme je suis né au Canada, je suis Canadien, comme je peux faire ce que je veux avec n'importe qui au Canada. OK. Pour mon image. Fait qu'admettons, tu t'associerais avec une compagnie ici, ne serait-ce que pour être porte-parole, avoir du gear, n'importe quoi, puis faire de la promotion. Si c'est au Canada,
T'es clear, là, dans le fond, tu peux faire ce que tu veux. Puis la NCAA, un peut pas empêcher ça, puis ça n'a aucun impact sur ton visa, fait que tu serais correct. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, ça reste intéressant quand même, parce que tu as quand même un exposure vraiment intéressant, puis je te souhaite justement de trouver une équipe qui va te donner cet exposure-là sur le terrain, puis qui va te permettre à toi de te développer encore, mais ça reste que c'est vraiment intéressant pour une entreprise aussi d'ici de dire, regarde, là, il y a des gars aux États-Unis qui sont, qui ont un exposure, puis qui ici vont se faire connaître de plus en plus. On parlait de Matthew, mais toi, tu vas entrer là-dedans tranquillement, pas vite, parce que je pense que il te reste 2 années. Il me reste 1 an et demi. 1 an et demi d'éligibilité, fait que, dans le fond, tu as encore du football à aller jouer, tu as encore ton nom à aller montrer, fait que ça reste intéressant. Et là, en fonction de l'université où tu vas aller, on peut te voir à la télévision aussi jouer des matchs, fait que ça aussi, ça peut aider. Là. Ça peut amener, comme si par exemple, je travaille avec une compagnie au Canada, puis comme ils veulent que je montre du merch, merch de vêtements, avec comme mon logo dessus, avec les couleurs de l'équipe que je joue pour, je peux le faire. OK. Dans nos warm-up, il n'y a pas vraiment de restrictions en autant que c'est comme, on voit que ton numéro. C'est comme, si je porte comme un sleeve ou comme un dry fit, comme n'importe quoi, comme des pantalons, comme avec n'importe quoi, si je porte ça, ils vont rien dire parce que c'est les couleurs de l'équipe et ça ne violate pas comme les choses de la NCAA. OK, excellent. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, vous travaillez fort, vous faites un paquet de choses et vous avez gagné le droit à cette comment je pourrais dire, nouvelle réalité-là de pouvoir faire de l'argent. Fait que c'est cool de pouvoir en profiter. Fait que c'est une affaire de fun. Maintenant, je voulais parler avec toi du bowl. Vous avez joué un bowl cette année. Yeah. Il n'y a pas tous les Québécois qui ont fait ça dans leur vie de jouer un bowl. Raconte-moi que c'était comment, c'est quoi le feeling. En quoi c'est particulier de jouer un bowl plutôt qu'un match contre une grosse équipe là, très bien cotée? Un bowl, ça veut dire quoi pour l'université et le monde? It's big. C'est comme un cadeau. T'as un cadeau, t'as travaillé fort durant la saison, si on va te gâter avec un cadeau. Puis comme juste arriver au bowl game, au Pinstripe Bowl, comme moi je savais pas à quoi m'attendre, c'était mon premier bowl game. Puis comme moi je suis arrivé, on a pris le bus. Le bus c'était un bus qui avait mis les choses de Syracuse dessus. Là, je suis comme ok, ça c'est step 1, ça c'était comme ok, wow. Puis après on est arrivé à New York, on est arrivé à l'hôtel, c'était toutes les choses Syracuse. J'étais comme ok, wow, ok encore. Puis après juste les cadeaux qu'ils nous ont donnés, comme les petites affaires qu'ils nous ont données, j'étais comme ok, ils sont vraiment en train de nous gâter, comme si on a travaillé fort pour ça, juste pour se rendre à ce beau game. C'est comme juste le fait qu'on se fait rewarder, we're getting rewarded for what we're doing, comme c'était comme ok. Après comme juste en approchant la game, j'étais comme on pratiquait, puis j'étais comme ok, la game arrive, comme c'est passé de 3 jours, 2, après the day before the game on est comme ok, c'est le beau game, comme we're about to play a bowl game at 2 o'clock versus Minnesota. Puis comme moi j'étais comme quand j'ai réalisé ça, j'étais comme ok, un switch à flip. C'est comme le jour comme the day of the game, on s'est réveillé tôt. Moi j'étais réveillé même avant que le wake up call. So moi j'étais comme en train de déjà comme me préparer pour la game. Puis comme quand c'est le temps de partir pour aller dans le bus, comme moi j'ai toujours ma musique dans mes oreilles. C'est comme moi je suis juste focus. Puis on est arrivé là. On est arrivé, même pas de mentir, pour le nombre de trafic qu'il y a à New York, on est arrivé au stade quick. C'est comme moi, je suis comme, ok, moi j'ai mis ma musique, j'ai baissé ma tête, je regardais rien. Puis après, comme, all of a sudden, on est là, we're at the Yankee Stadium. Je sors du bus, ok, j'ai mis les pieds dehors, j'ai vu les gars de Minnesota, je suis comme, ok, là, je suis vraiment focus. Je suis arrivé, j'ai vu mon locker, j'ai habillé, je suis allé sur le terrain, puis j'étais juste zone in. Tout ce temps-là, j'étais zone in. J'ai joué ma game, puis on n'a pas eu, we didn't get the outcome that we wanted, mais comme, oui, on a travaillé quand même, là. Parce que it's a bowl game, it's rewarding. Tout le monde veut gagner un bowl game, mais si tu gagnes pas, it's not whatever, it's just like, what can we build from that for the next year? Puis c'est ça exactement qui est arrivé.
Est-ce qu'il y a beaucoup de médias, justement, qui couvrent à quel point c'est intense, cet aspect-là, à quel point c'est spécial, la couverture? Il y a beaucoup de caméras, pas de mentir. Comme juste le fait que quand on était dans un stade de baseball, c'était comme un peu comme... Ouais. C'était comme... Stade de baseball, comme tu penses pas, comme ça c'est faisable, mais comme... Juste le fait que c'était organisé, c'était comme OK. Comme c'était le fun de jouer dans ça. Puis just the fact that I can say that I played in the Pinstripe Bowl, it's rewarding to me. Qu'est-ce qui est... Bon, je comprends que tu veux trouver une autre université. Mm-hmm. Qu'est-ce qui, pour l'année et demie qui te reste à jouer au football universitaire, qu'est-ce qui va prendre Damien Alford comme il est là aujourd'hui puis qui va l'amener à la NFL, qui est ton que je comprends qui est ton objectif? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois travailler? Faut juste que je continue à travailler fort. Faut comme jamais laisser des distractions me distraire. Comme juste just keep my head on my shoulders, like block out the noise that could like lead me off track, and just stay on track and like keep in mind that I have one goal, and that's to go to the NFL. And yeah. Est-ce que tu vas avoir besoin... Je vais reposer ma question. Est-ce qu'avant de te dire je vais à la NFL, il y a le repêchage, il y a le combine, est-ce qu'il y a des objectifs entre maintenant et la NFL que tu vises en particulier, ou ça fait toute partie de la même chose, puis moi je peux juste focusser sur certaines choses, ou tu es capable de dire OK, si je veux être prêt quand il va y avoir un combine, il faut que je travaille sur ces aspects-là. Ou, tu sais, non, je suis un joueur de football, je travaille sur mon football, puis après ça, on verra. C'est la force, c'est que comme, you work on those like little by little. Comme c'est un build-up à où tu veux te rendre. Comme quand je t'ai dit, comme, moi, je fais des petites choses comme attraper des jogs. Ça amène beaucoup. Comme, si je fais ça comme à chaque fois, comme ça, tu vas voir la différence dans comme, comment j'attrape la balle, puis tout. Comme, de façon que je cours mes routes, quand je cours, puis tout. C'est un build-up à où je veux me rendre. Puis comme, quand je vais arriver au combine, c'est là que je vais être capable de me trouver des coachs qui vont prendre mon game à un next level, comme pour mon speed, pour attraper la balle, pour mes routes, puis tout ça. Puis quand je vais arriver au niveau que comme je dois me préparer pour le combine, c'est là que je vais me trouver les coachs vont être là pour m'aider à step up mon game à un autre niveau que comme je pourrais pas faire tout seul, basically. Maintenant, à regarder où est-ce que tu es rendu, à voir qu'est-ce qu'il y en a. Tu as parlé plutôt de redonner à la communauté. Tu as participé à un événement de 7-on-7, justement, au Québec, l'été passé. Qu'est-ce que tu dis à des jeunes? Tu as un groupe de jeunes devant toi, c'est tous des joueurs de football qui aiment ça. Qu'est-ce que tu dis à ces jeunes-là en disant, tu sais, quelqu'un qui a le rêve de ça. Évidemment, il n'y a pas tout le monde qui a ni les capacités physiques, ni tout ce que ça prend, parce que il y a du monde qui rêve fort, mais ils n'ont pas ce qu'il faut physiquement, ils ne feront pas ça. Mais ça reste que ces jeunes-là, ils ont le rêve qu'ils aient les skills ou les aptitudes naturelles pour le faire, c'est une chose. Qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes-là? Mais moi, la première chose si je suis en avant des jeunes, la première chose que je dis, c'est comme l'éducation, c'est numéro 1. De un, c'est comme, viens pas ici penser que comme, tu vas te rendre aux États-Unis ou même n'importe où, même au Canada, comme tu penses pas que tu vas te rendre où tu vas te rendre juste sur tes talents. Parce que moi, je suis en train de struggle, mais comme à l'école, quand je suis ici, mais comme je sais que comme j'avais besoin de l'école pour me rendre où je voulais me rendre au foot. C'est comme la première chose que j'ai dit, c'est comme l'éducation c'est 1, puis après, de façon que you take care of yourself outside of the football field, ou dans n'importe quel sport que tu fais. Parce que les choses que tu fais à l'extérieur du foot peut affecter qu'est-ce que tu fais comme durant le foot. Comme si tu prends pas les bons steps pour ton corps ou juste pour ton environnement, comme just eliminating the distractions dans ta vie pour qui peut distraire, qui peut mettre dans une mauvaise direction, comme eliminate it. Tu l'as pas besoin. Comme juste focus sur qu'est-ce que toi t'as focus, puis surround yourself with people that are going to help you become a better person off and on the football field. Est-ce que tu as un plan A de la NFL, est-ce que tu as un plan B ou ça n'existe pas des plans B où tu es rendu actuellement? Non, l'affaire avec moi, c'est que comme je sais que le foot, it's not forever. C'est comme moi, avec le programme que j'ai choisi, it's to work with kids that are going through like hard times. Okay. And like to keep their head on their shoulder. Because moi, I had that quand j'étais plus jeune. So I want to be able to be that figure that played
that played university, that played in the NFL, and that's coming back to Canada to work with kids that have the same goal I had, and just to have someone that's been through what they've been through, and to help them get through that, it's gonna give them an even bigger confidence booster than what I had. So I'm trying to when kids are quand les gens me disent je vais être comme toi quand je suis plus vieux, moi je suis comme non, comme sois pas comme moi, sois meilleur que moi. Comme en plus avec cette génération là, comme ils ont 10 fois plus de ressources que moi j'avais quand j'étais plus jeune. Je suis pas comme vieux mais comme non mais ça change ça change vite. Ça a beaucoup changé, so comme just making them understand that comme you're gonna get the resources that you need, puis comme moi je vais être là pour comme I want to be a part of like helping the community au Canada puis au Québec pour comme prendre les jeunes pour les amener à un nouveau niveau, parce que j'ai pas juste fait le foot moi, j'ai fait soccer, track, basket, puis c'est ça, puis comme je peux aider du monde dans ça parce que j'ai fait ça. C'est comme quand les jeunes me posent des questions aussi, c'est comme comment tu t'es rendu, où tu t'es rendu. Moi je suis comme j'ai travaillé fort, puis je suis resté focus à l'école, puis j'ai respecté I respected authority, puis I stayed out of trouble, puis comme juste les faire comprendre ça, c'est comme ok, puis après comme eux ils vont essayer de faire les mêmes choses, they're gonna try to follow my footsteps, puis après once they follow my footsteps, I'll be like ils vont venir me reparler, puis je vais dire what did you do to be better than me, puis après ils vont ils vont sûrement réfléchir à ça, puis après comme ils vont être comme what could I do to be better than Damien Alford, puis après comme quand ils vont réaliser ça, c'est comme ok, it's gonna take their game to the next level and take them to be a better person, better than me. Yeah, that's basically. Est-ce que tu reviens à chaque été, justement, ici, yeah, ou tu t'installes, tu passes l'année aux États-Unis? Non, j'essaie de revenir le plus possible, juste pour comme, just to like show face, like, parce que moi, je suis quelqu'un que I care about my community. Comme, je viens de la Chine, quand je reviens puis d'Albi à l'école, je suis là. Comme je viens de dire allô à du monde qui comme ils étaient là quand j'étais là, les jeunes me voient, ils me parlent. Comme je suis pas antisocial, comme je suis là pour parler. C'est comme moi, quand ils vont me poser des questions, je suis là pour répondre. Même à Syracuse, comme quand les jeunes me demandent comme ils me parlent, comme moi je suis pas du genre à ignorer parce que j'aime pas ça ignorer du monde. C'est comme quand ils sont comme Dame, est-ce que tu peux signer ça? Comme moi je m'en fous, comme s'ils sont 50, 100, moi je m'en fous. Comme je vais les donner un par un mon attention. Parce que à la game contre NC State, comme il y a beaucoup de monde qui sont venus me voir, mais comme j'ai pris des photos avec comme je m'en foutais avec le nombre de personnes que je prenais des photos, parce que moi je fais ça pour eux aussi que je fais ça pour moi. C'est comme juste le fait que comme they care about me to the point that ils veulent prendre une photo avec moi, c'est comme wow, c'est big time. C'est comme juste showing them my appreciation for them, it goes a big way. It goes bigger than football. Good. Hey, écoute, à part de te faire repêcher par une équipe de la NFL, je sais pas, as-tu une équipe préférée dans la NFL? Non, tu peux pas dire que tu as une équipe préférée. Parce que tu veux pas dire que c'est les Steelers puis te faire repêcher par les Ravens, ça serait pas bon. By the way, j'ai aucune idée s'ils aiment les Steelers. Qu'est-ce qu'on souhaite à Damien Alford à part la NFL? Ou une bonne équipe universitaire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut te souhaiter pour 2023 ou pour le reste de ta carrière? Y a-t-il quelque chose en particulier? Just expect big things. Comme je suis pas la fois que je suis. I'm here to be better. Like I'm trying to be a better person off and on the football field, and I'm working on that every day. And I just want to keep building on that and just keep working, basically. Excellent. Écoute, je vais te remercier. Je suis content d'avoir appris à te connaître. On se connaissait pas. Je connaissais évidemment ton nom. Yeah. J'avais vu des highlights, puis comme beaucoup de monde, mais je suis vraiment content d'avoir appris à te connaître. J'espère que les gens ont apprécié, vont te reconnaître encore plus, puis savoir qu'ils peuvent venir te parler. Sérieusement, Damien, tu es un modèle, assurément, pour un paquet de monde. Sûrement pour un paquet de jeunes qui font un paquet de sports aussi, tu l'as dit tout le temps, c'est pas juste une question de football, ça peut être un paquet d'autres sports. Franchement, super intéressant, je te souhaite le meilleur, bonne chance, puis c'était super agréable. Merci beaucoup. Et voilà, c'est ce qui met fin à notre première édition du podcast pour la session d'hiver 2023. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, merci à nos collaborateurs, merci aussi à Gagner Sport. Merci à Damien Alford qui a pris le temps de nous jaser, nous expliquer tout ça. Je vous laisse évidemment avec mes suggestions pour la semaine à venir. Volleyball
universitaire, programme double, Laval contre Sherbrooke vendredi. Ça, c'est à ne pas manquer. Homme-femme, c'est absolument à voir à Sherbrooke. Ensuite, on a McGill contre Montréal. Ça va être intéressant chez les femmes dimanche à 13h. Volleyball, je continue en volleyball collégial chez les femmes mercredi soir. Là, donc, évidemment, on sort ça le mercredi. Le podcast, c'est ce soir. Si vous l'écoutez plus tard, évidemment, il est trop tard. Édouard Montpetit à Lionel Groux. Donc, une rencontre au sommet au niveau du volleyball collégial féminin. Dimanche, je souligne le match entre Outaouais et Jonquière chez les femmes. Je veux voir si Outaouais peut continuer sur sa lancée. Après avoir battu Lionel Groux, peuvent-elles battre Jonquière et se battre pour une position parmi le top 3? Ça va être à voir. Et côté volleyball masculin collégial, habituellement, Outaouais, c'est pas l'équipe qui fonctionne le plus fort, mais ils sont en forme là, en ce moment. Fait que j'ai hâte de voir. Ils vont jouer contre Sherbrooke. Vous voulez un défi, en voilà un. Sherbrooke, numéro 1 au classement. Et largement favori, mais que sait-on? Peut-être que Hugo Considère est capable de continuer, je m'en ai dit considérer, est capable de continuer sur sa lancée et aider les siens à créer une autre surprise. Basket universitaire, Bishops contre Concordia, et puis on a Laval contre McGill jeudi et samedi. Ça va être intéressant de suivre ça. Hockey universitaire féminin, Carabin Stingers. Ça, c'est absolument à voir dimanche 15h. D'ailleurs, les joueuses des Stingers, je vous invite à aller patiner avec elles après le match. Donc, amenez vos patins pour aller voir le match. Amenez vos patins pour aller patiner avec les joueuses des Stingers après la rencontre. Écoutez, c'est à ne pas manquer. C'est l'affrontement qu'on voulait voir le plus tôt possible. Et déjà, on est rendu là. Donc, c'est dimanche. Chez les hommes, samedi, UQTR affronte McGill samedi soir à 19h. En hockey collégial féminin, un affrontement entre Lennoxville et Limoilou vendredi à 19h30. On a aussi André Laurando, dont je vous ai parlé en début d'émission. André Laurando, sur une belle lancée, affronte Lennoxville dimanche à 15h30. Et chez les hommes, un match entre deux excellentes équipes. Champlain-Lennoxville contre Thetford samedi à 19h30. Alors voilà, ce sont mes suggestions pour cette semaine. Mais allez sur le site rseq.tv, fouillez là-dedans. Vous allez pouvoir trouver des matchs de sport collégiaux autant que vous voulez. Choisissez votre équipe favorite, votre ancienne école, votre école actuelle, peu importe. Allez, trouvez-vous un match, allez le regarder, le visionner là, ou encore mieux, allez sur place voir une rencontre et je vous garantis que vous allez vraiment en profiter. C'est des bons moments, ça ne coûte pas cher, puis c'est du beau sport de bonne qualité, comme je le dis chaque fois. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Partagez avec tout le monde que vous connaissez sur vos réseaux sociaux un peu partout. Passez la bonne nouvelle à propos du bulletin sportif de notre retour. Et évidemment, vos commentaires sont toujours les bienvenus. On attend ça. Merci beaucoup. Salut, à bientôt.